Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sifek le streamer, j'espère que vous allez bien. RTC numéro 66 aujourd'hui, on va parler du Fab Lab juste après le petit jingle. Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, installez-vous, prenez votre paquet de chips et votre meilleure boisson. On est parti pour passer à peu près 1 heure et demie ensemble. Je suis avec Nimeria. Comment ça va, Nimeria? Toi, ça va très bien et toi? Moi ça va. C'est un petit ça va, mais ça va. Je commence à me réveiller, donc tranquillou. Et aussi, on est avec notre invité, Simon. C'est la première fois que je t'appelle par ton prénom, donc j'espère que je vais pas me tromper. Comment tu vas? Ça va très bien et vous? Ça va Merci pour super. l'invitation en tout cas. Bah non, non, avec grand plaisir. Ça fait super plaisir, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle en off. Et Ouais. bon, on a été un petit peu pressé, donc c'est cool. En fait, c'est cool parce que ça fait qu'on fait rapidement, donc tant mieux, tant mieux. Donc j'ai hâte de pouvoir commencer. Le chat, bienvenue, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sera là, hein, à la réception. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et on est parti. Simon, première question. On va parler du Fab Lab. Alors, Fab Lab, qu'est-ce que c'est déjà? Non, mais c'est la première question, je me suis pas foulé, hein. Alors qu'est-ce que c'est le Fab Lab? Alors le Fab Lab en fait c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. C'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre avant tout, où on va parler et partager autour d'un centre d'intérêt. Et là notamment le Fab Lab c'est au travers des technologies. Donc c'est vraiment en fait un lieu de fabrication. On va y trouver, plein de machines, d'instruments de création et on va échanger du savoir-faire, des connaissances et des compétences. Hmm, d'accord. Voilà. Donc, grosso modo, c'est un truc plutôt récent, quoi. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le premier Fab Lab a été mis en place, en tout cas créé dans les années 90, au Oui, c'est MIT. récent. C'est récent, ouais. Ouais, c'est récent, c'est plus vieux que moi. Et du coup, ouais, c'est arrivé en France il y a maintenant une dizaine d'années, le temps que ça se mette en place et tout. En fait, il y avait un sorte de cahier des charges où un Fab Lab devait avoir, tout un lot d'outils, de panels à disposition, pour mettre ça, en fait, au service des écoles et également, des particuliers. D'accord. Moi, je pensais que tu allais me dire, non, c'est assez vieux, ça date du 4e siècle après Jésus-Christ. C'est mince, Non, je non, non, suis du passé à tout. côté de ça. Tout va bien. Non, on va dire que c'est surtout, en fait, ça a explosé en termes de com, en fait, il y a 10 ans, quand il y a, en fait, les imprimantes 3D qui sont arrivées, dans le milieu du grand public. Parce qu'à la base, les imprimantes 3D, c'était vraiment, destiné plutôt à un milieu professionnel. Vraiment, c'était pas destiné à tout le monde, clairement. Et du fait que ça se soit rendu public et accessible, du coup, ça a commencé à rentrer dans les Fab Labs et ça a eu, pas mal de com par rapport à ça. Parce que l'impression 3D, ouais, c'était vu comme, un outil de fabrication révolutionnaire, et très novateur, alors que ça fait plus d'une trentaine d'années que ça existe déjà, en fait. Mais Hmm, dans le milieu public, c'est très récent. d'accord. Parce que tu vois, naïvement, je pensais, moi, que ça avait plutôt un côté scientifique. Bah, Mais en initialement, fait, ouais, tu parce peux que le avoir un côté MIT, c'est une artistique, faculté, tu ouais. vois. Tu pourrais avoir ça dans une fac d'art, tout autant que dans une fac de sciences, tu vois. Enfin, Effectivement, peut-être. alors c'est arrivé maintenant en fait, depuis, peu d'années pour le coup là. C'est qu'initialement, ouais, c'était plutôt les écoles d'ingé en réalité, qui avaient ces outils Mmh. mis à disposition pour pouvoir prototyper plus facilement, des technos, fabriquer des machines et il y a aussi une notion plutôt start-up, donc si ça Ouais, parle ouais, à tout, ouais. j'espère que ça parle, mais Les vraiment le petites côté start-up entreprises, où, voilà, petites entreprises, qui se créent, où il faut produire rapidement, donc l'idée, doit être vite prototypée et avoir des démonstrateurs. Donc le mmh. Fab Lab en fait sert à ça. Voilà.
avant tout, en fait, dans un premier temps. Et c'est vrai qu'avec les années, avec cette démocratisation du Fab Lab, tout le monde s'est senti un peu concerné, parce que tout le monde s'est dit à un moment donné, tiens, les imprimantes 3D, c'est cool, je peux imprimer du plastique, je peux faire un peu tout ce que je veux, parce qu'il y a aussi les médias qui ont vendu ce procédé de fabrication comme étant facile, chose qui n'est pas le cas, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça a eu pas mal de com là-dessus, cette accessibilité, en fait, ouais, cette disponibilité pour tout le monde. D'accord. Donc, grosso modo, je récapitule un petit peu la situation, si jamais il y en a qui ont peut-être pas forcément tout saisi. Fab Lab, c'est une start-up, enfin plus une espèce de petite boîte dans lesquelles on a un chef de projet qui va réaliser ou accompagner des personnes pour la réalisation de leurs demandes en fonction de ce que l'on veut. Et là où je veux mettre un petit peu l'angle pour la suite de l'interview, qu'est-ce que toi tu imprimes? Parce que c'est pas tout et n'importe quoi. Tu peux pas imprimer. C'est pas, tu vois, par exemple, tiens, j'ai envie d'imprimer de la pierre, tu vois, non, non. Qu'est-ce que toi tu imprimes aujourd'hui? Alors nous, en fait, le Fab Lab, on s'est spécialisé parce que en fait, c'est notre corps de métier initialement, c'est, les céramiques. Donc tout ce qui va être, céramique, porcelaine, céramique traditionnelle et certaines céramiques techniques. Donc j'entrerai un peu plus dans le détail après, mais en tout cas, c'est le matériau qui est, notre spécialité, même si on s'est ouvert à d'autres matériaux par la suite. D'accord. Donc oui, beh, effectivement, pour compléter, du coup, ouais, le Fab Lab, c'est un laboratoire, parce que Fab Lab, c'est le contracté de, Fabrication Laboratory, qui veut dire, laboratoire de fabrication. Et du coup, en fait, moi, mon métier, une partie de mon métier, c'est Fab Manager. Donc je suis là vraiment pour encadrer les gens, pour les former et les assister sur la création, comment on passe d'une idée, en fait, à un produit fini. OK, OK. Donc là, en fond, pour ceux qui voient l'écran, je partage quelques photos que tu nous as, gracieusement envoyées. Donc, comme c'est un petit peu dans le cadre pro quand même, est-ce que tu aurais un petit mot à nous dire quand même sur l'endroit où tu travailles? Parce que de ce que tu m'as expliqué en off, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent te contacter en marge de l'émission, pour voir avec toi, si c'est possible de les accompagner sur leur projet, s'ils sont à côté de toi géographiquement. Donc, vas-y, je te laisse, Effectivement. nous en parler un petit peu, quoi. Alors en fait, le Fab Lab, c'est, du coup, c'est un tiers-lieu qui a été, créé en 2015, dans le cadre d'une association qui s'appelle le CTTC, qui est le Centre Transfert des Technologies Céramiques. Donc en fait, c'est une association à but non lucratif qui a maintenant, bientôt 40 ans, 40 ans cette année d'ailleurs. Oui, 40 ans cette année. Bon anniversaire. Hem, Merci. On le fête l'année prochaine, mais c'est 40 ans cette année. Et du coup, en fait, c'était une association qui avait été créée pour les porcelainiers, parce que du coup, c'est à Limoges, voilà. Donc, le lieu se trouve à Limoges. Donc ça avait été créé pour les porcelainiers, pour les, aider, en fait, à faire tout ce qui était étape de R&D, donc recherche et développement, plutôt sur l'aspect matériaux, chose qui est pas forcément cet aspect, laboratoire, on va dire recherche, n'est pas forcément, inné ou en tout cas facile à intégrer dans des, manufacture, donc vraiment dans les lieux de fabrication, en fait, des porcelaines. Et dans Mmh. les années 90, en fait, on a commencé à prendre un peu un autre chemin en parallèle sur toutes les technologies et notamment les céramiques techniques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les céramiques, il y a 2 familles, 2 grandes familles. Il y a les céramiques traditionnelles, donc ça va être tout ce qui va être, porcelaine, faïence, grès et cetera, et les céramiques techniques qui sont en fait des minéraux, purifiés à haute valeur ajoutée et qui vont, pas se mettre en forme de la même façon et généralement c'est utilisé plutôt pour des domaines très précis de pointe. Donc ça peut être utilisé dans l'aéronautique, ça peut être utilisé dans l'automobile, l'électronique et cetera. Tandis que les céramiques traditionnelles, généralement, c'est plutôt pour les métiers de l'art de la table, pour tout ce qui est lié au sanitaire, donc les vasques, les WC et cetera. Donc c'est plutôt, voilà, sur tout ce qui, nous Et touche, de façon la un peu la plus commun, quoi. différence entre les 2 là, entre la céramique traditionnelle, la céramique technique, il y en a une qui est plus résistante que l'autre?
Oui, tout à fait. En fait, les céramiques techniques, en fonction des propriétés, en fait, intrinsèques au produit. Donc, soit on va chercher, en fait, de la résistance à la corrosion, en fait, à des sollicitations mécaniques, par exemple, à la friction, et cetera. Ou soit, en fait, pour des résistances, thermiques. Une céramique traditionnelle, en fait, ça peut résister jusqu'à, on va dire, 1000 degrés facilement. Parce que derrière, elles se cuisent à 1200 degrés à peu près. Tandis Hmm. qu'une céramique technique, en fait, de suite, du fait que c'est des matériaux qui sont un peu plus difficiles à mettre en forme, ces céramiques-là sont cuites aux alentours des 1500 degrés. Donc déjà, en fait, on a un gap de température qui est plus important, ce qui permet de mieux résister et ce qui peut servir également à être un palliatif pour remplacer, par exemple, certains métaux dans certaines Ah, configurations techniques. ok. Voilà, c'est vraiment la grosse différence entre les 2 types de céramique. Ok, alors Ouais, donc, là, vas-y, je t'en prie, Niméria. du coup, moi j'ai une question parce que je vois très régulièrement maintenant sur beaucoup de nouvelles choses en matière que cette chose est en matière céramique et je me suis toujours demandé du coup si c'était vraiment de la vraie céramique comme une assiette, une veste ou quoi que ce soit, ou ils disaient céramique pour un autre terme, une autre matière, mais du coup c'est vraiment ce matériau-là, parce que, par exemple, extrêmement, simplement, en ce moment, il y a une table dans un magasin qui me fait super envie et ils disent: «Oh là là, super résistante, de ouf», c'est en céramique et alors forcément avec les connaissances que j'ai moi par rapport à la céramique, j'imagine genre une assiette un peu plus solide, mais du coup, c'est aussi ce type de matériau-là, du coup? Exactement, ouais. Bah, par exemple, en fait, il y a plusieurs technos, en fait, ce qu'on appelle une technologie, c'est pas lié aussi aux matériaux. Par exemple, les couteaux céramiques, pareil, dans la cuisine, souvent, Oui, on entend, ouais, il y a des couteaux céramiques et cetera. Mais c'est pas de la porcelaine, en fait, c'est pas de la céramique traditionnelle, pour le coup, c'est une céramique technique. Généralement, ce d'accord. sont ce qu'on appelle des alumines. Donc c'est pas du tout la même composition chimique, ça se met pas en forme de la même façon, Ça, nous, on n'y connaît rien, et hein. c'est pas du tout les mêmes résistances. D'accord, moi je De pensais que quoi? c'est le truc que ça, ça a le malheur de frotter un mur, ça y est, c'est cassé, tu vois. En fait, non, ça Heu tient. Non, en fait, la céramique, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, on a toujours on va dire ce préjugé-là, se dire: «Bah, Ouais, ouais, ouais. ben, on imagine l'assiette qui nous lâche des mains et qui casse par terre», Là, t'as alors rebondi, qu'en quoi. réalité, c'est très solide. Beh, les céramiques techniques, oui, Elles c'est, tiennent Ah, au c'est sol. c'est a excellent, d'accord. c'est assez fou. Alors, ça dépend lesquelles, bien évidemment, et ça dépend aussi la forme de la pièce. Juste pour expliquer mon parcours, c'est que moi, par exemple, je n'étais pas céramiste à la base, parce que bon, même les gens dans ce milieu-là, on les appelle des céramistes. Pourtant, on n'est pas là à faire de la vaisselle, hein. Mais du coup, en fait, je connaissais le matériau parce que j'avais travaillé les céramiques, on va dire artistiques, donc les céramiques traditionnelles. Et les céramiques techniques, je les connaissais par rapport à mon premier, on va dire ma formation et mon métier de base, qui est designer industriel. Mais je ne savais pas jusqu'à où on pouvait aller avec ces matériaux-là. Et quand en fait j'ai été embauché à l'époque pour m'occuper du Fab Lab, et cetera, et que j'ai intégré l'équipe, en fait, il y a un collègue, il m'a dit: «Bah si, la céramique, c'est résistant», et en fait, il a pris une bille de céramique technique, et il l'a jetée par terre. Et la bille, elle a clairement, en fait, elle a rebondi, en fait. Et moi, j'étais là, Ah quoi, ouais. je savais pas comment réagir, en fait, parce que pour moi, ça allait exploser, quoi. Alors que Et du c'est coup, clairement pas le temps. est-ce que c'est cette même céramique pour les plombages dans les dents? Exactement. Alors ça, c'est une autre céramique, qu'on appelle de la zircone. Et généralement, on va dire, c'est une sorte de composite, donc il y a plusieurs types de zircone dedans. Et effectivement, ce sont des céramiques qui résistent très bien, parce que la céramique, en fait, elle résiste très 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 bien, en fait, à la compression. Et du coup, pour faire des prothèses de dents, mais il n'y a pas mieux. Parce que du coup, il y a pas d'oxydation, c'est un matériau qui se veut être, biocompatible, donc il y a pas de rejet du corps, là-dessus. C'est pour ça qu'on trouve des prothèses, en céramique pour les hanches, quand il y a une boîte à Limoges, qui font aussi des prothèses, de sternum. Donc pareil, le sternum, en fait, quand on ouvre les cages thoraciques par rapport à des accidents, et cetera, beh, ça peut être remplacé. Du moins, ça a vraiment plein de propriétés. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on est entouré de céramique, mais on s'en rend pas forcément compte. Dans vos téléphones portables, par exemple, il y a de la céramique. Dans les composants Dans électroniques, les coques de etc. téléphone aussi, clin d'œil. Mais après, ouais, effectivement, en fait, la céramique, il y en a vraiment un peu partout, mais on s'en rend pas forcément compte, ou
on se n'imagine pas ça comme de la céramique. Par exemple aussi, on a ce qu'ils appellent les vitraux céramiques, ce sont des sortes de composites un peu spécifiques. C'est ce qui fait les plaques de cuisson, par exemple. Hmm. Par contre, il y a un truc qui est rigolo dans ce que tu dis, c'est que vous faites de la céramique et vous êtes à Limoges, quoi. C'est assez Eh, rigolo quand même. c'est clair que la position géographique est propice à ça, quoi, clairement. L'historique, c'est que le bassin de Limoges, il y avait beaucoup de manufactures en céramique, que l'association, du coup, le CTTC, a été créée pour accompagner, du coup, ces céramistes. Et l'histoire a fait que Alors, on est arrivé là, quoi. j'ai une petite question pour toi. Encore une fois, question de noob, hein. C'est quoi la différence entre la porcelaine et la céramique? Ça se trouve, tu vas être J'étais là, en putain, train le de gars, il me a rien poser compris, la quoi. même question. C'est quoi Dans la ma diff, tête, quoi? je me disais, je la pose ou pas? Moi, t'inquiète, je la pose, hein. Ouais, en fait, c'est la même chose. C'est qu'une porcelaine fait partie de la famille des céramiques. D'accord, ok, c'est un des trucs. En fait, c'est comme, ce qui peut-être va vous parler le plus, c'est quand on dit, le bois. Le bois, vous avez plusieurs essences de bois. Vous Ouais, avez ouais. des essences d'être, et cetera. Là, c'est la même chose, en fait, avec les céramiques, c'est que ça reste la même famille, mais c'est pas la même composition, quoi. D'accord, ok. Parce que, ouais, c'est vrai au début, tu disais, il y a aussi le grès, ou la grès, je sais pas Oui, comment on dit. le grès, Euh, ouais. et donc, tu vois, c'est vrai que déjà, ça, pareil pour moi, c'est le grès, c'est les assiettes de mamie. Tu vois, c'est les vieux trucs là, qui sont pas très beaux, un peu couleur En fait, terre. c'est clairement ça. En fait, on a, historiquement, en fait, on a créé le Fab Lab pour ça aussi. C'est qu'en fait, dans les métiers céramiques, en dehors des manufactures, quand tu es à l'école, en fait, tu la vois pas, on te parle pas de céramique. On peut te parler de verre, on peut te parler de plastique, on peut te parler de tout, mais de la céramique, la seule image que tu as de la céramique, même moi ce que j'avais quand j'étais gamin et tout, c'est le bibelot de mamie, hein, le chat en porcelaine, les vieilles popotes quoi, en céramique, et en dehors de ça, tu ne vois rien, quoi. Hmm. Alors que quand je suis entré en école technique, là pour le coup, j'ai vu que la céramique ça servait à plein de choses. Et en dehors des métiers aussi artistiques, moi je me suis pris vraiment d'affection pour ce matériau. Il est vraiment incroyable. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce matériau-là, si on le compare à d'autres matériaux, nous on aime bien dire dans le milieu que c'est un matériau qui est vivant. Parce que entre la matière première, qui est soit sous forme de poudre, soit sous forme de pâte, quand on va la mettre en forme, le matériau il vit au travers du procédé. C'est-à-dire que pour vulgariser la chose, on va prendre la pâte ou la poudre, on va la mettre en forme. Une fois Mhm. que c'est fait, on va la faire sécher. Et une fois c'est sec, on va la faire cuire. Et après, on peut amener des finitions et rajouter encore un cycle de cuisson. Et bien, durant tout ce processus-là, la pièce A qu'on a modelée et la pièce à l'arrivée n'est plus du tout la même. Parce que le D'accord. matériau, il va avoir tendance à se déformer et à rétrécir. Hmm. Parce que voilà, c'est un matériau qui a tendance à perdre en dimensionnement. D'accord. Alors, je vais partager. T'inquiète pas, Nimarias, c'est normal si ça frise chez toi, je te l'avais dit. C'est OK. normal, t'inquiète pas. Tant que moi je vous dis pas que ça bug, c'est que ça bug pas. Du coup, je voulais qu'on revienne sur un truc, et je pense que ça va. Bon, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça. J'appelle ça ce truc parce que c'est toi qui l'as fabriqué. Waouh! Exactement. Alors, en fait, ça vient d'un Jimmy Neutron, projet. il s'appelle. euh, Simon Neutron. Donc, tu as fabriqué une euh, imprimante pour de l'impression céramique. C'est assez ouf. En fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a à la création du Fab Lab, au tout départ, on a acheté plein de machines. Sauf que des machines qui servent à l'impression 3D de porcelaine, notamment, il n'y en avait pas. Du coup, il y en avait une machine dans le commerce et qui existait, mais qui était très contraignante pour différentes raisons, parce que la céramique, en fait, c'est un matériau en voie pâte qui a tendance à faire de l'abrasion. Donc du coup, ça a tendance à grignoter la matière, etc. Donc on imagine qu'on fait passer de la pâte dans un tuyau en acier. Au bout de, je sais pas, de 4 litres de matière, ça aura attaqué en fait le métal.
Et les Hmm. machines du commerce, ça ne permettait pas de faire ça ou avaient des temps d'impression qui sont très très longs. C'est-à-dire, par exemple, pour une pièce qui fait à peu près une dizaine de centimètres de haut, d'une épaisseur, on imagine un vase. Ouais. C'est ce qu'on aime bien imprimer des vases parce que c'est le plus simple, on va dire, et le plus rapide à imprimer. Ben, pour un vase de 12 centimètres de haut, ben, il faut compter à peu près 6 à 8 heures sur une machine, on va dire, commerciale. Et donc, du coup, en fait, dans le cadre du Fab Lab, alors c'est pas réellement dans le cadre du Fab Lab, mais c'est dans le cadre du CTTC, du coup, parce que je suis responsable du bureau d'études du CTTC aussi. Donc, c'est pour ça que j'expliquais que c'est une partie de mon métier. C'est en fait dans ce cadre-là, on a essayé de développer notre propre machine pour pouvoir imprimer plus rapidement la céramique et notamment les porcelaines. Et donc, du coup, au travers de ce projet, ben, j'ai développé cette machine-là à l'époque, donc il y a à peu près maintenant 6 ans, pour imprimer les porcelaines le plus rapidement possible Ah, et c'est ouf notamment quand dans même. une optique derrière de créer une chaîne de production d'imprimantes pour pouvoir produire des petites séries de pièces personnalisées, notamment pour les manufactures, etc. Donc Hmm. là, tout à l'heure, je vous parlais d'une pièce de 12 centimètres, on met à peu près 6 à 8 heures sur une machine commerciale. Nous, sur la machine, sur cette machine-là, on met entre une demi-heure et 40 minutes. Waouh! Ah, c'est Donc en ouf, hein. fait, on va beaucoup plus rapidement à résolution assez similaire. Hmm. Donc là, sur Mmh. les photos, la première machine, la blanche, c'est le premier prototype que j'ai réalisé. Et la dernière, là, qui est, on va dire, chromée, c'est la version finale de la machine. Et du D'accord. coup, tu as déposé un brevet pour ça? Alors oui, on a déposé un brevet, donc il y a un brevet, où en fait dessus je suis coauteur avec, en fait une autre personne. Mais le brevet ne porte pas sur la machine parce qu'en fait les imprimantes 3D et les machines, ce qu'on appelle les machines Delta, ça peut pas être, breveté en fait, c'est pas brevetable parce qu'en fait ça existe déjà et cetera. Par contre, ce qu'on a breveté, c'est le système de production en série. C'est-à-dire que la machine, elle est positionnée sur un bras robotique, en fait dans le brevet, pour pouvoir en fait déplacer la machine au lieu de déplacer la pièce. Ce qui est un peu D'accord. contre-intuitif, c'est que en fait dans une ligne de production, on a toujours en fait tendance à vouloir déplacer la pièce et laisser la machine statique. Ben, nous on a fait l'inverse parce que la céramique en fait vu qu'elle est imprimée, quand on vient l'imprimer, elle est pas dure comme du plastique, elle est encore malléable. Donc si on a mis des contraintes en fait, si on déplace la pièce, elle risque de s'affaisser. Et il y Donc du coup, a ben, pas oui. Je trouve. il y a pas, justement, du coup, des risques d'affaissement pendant l'impression? Ah si. Si, si, c'est un gros risque pour le coup, ouais. Ah C'est oui, pour ça qu'en fait, sur ces phases-là, sur le processus de création, sur une pièce, c'est qu'on va faire d'abord le dessin, 2D, ensuite on va faire un modèle 3D. Ce modèle 3D, on va le mettre dans un logiciel qu'on appelle un slicer. C'est un logiciel qui va convertir, le modèle 3D en déplacement machine. Bon, je vulgarise vraiment la chose, hein. Ouais, Donc ouais, c'est-à-dire vas-y. on va passer d'un modèle 3D bien formé à un fichier qu'on appelle un G-code. C'est un fichier texte, en fait, avec plein d'instructions. Et on va dire à la machine, ben maintenant, je veux que tu ailles de là à là et que tu déposes tant de matière. Et comme ça, en fait, couche par couche, on va fabriquer la pièce. Et donc, toutes ces étapes-là, en fait, c'est par expérience. Et dans le cadre du Fab Lab, en fait, je forme à ça aussi. Hmm. C'est vraiment, j'explique comment on fait, déjà, comment on traduit l'idée en modèle 3D, comment le modèle 3D, on le convertit pour que ça aille sur la machine. Et dans ce processus qui est purement, on va dire, intellectuel et numérique, comment on anticipe en fait la fabrication des pièces, et notamment ces contraintes de pièces qui s'affaissent, etc. D'accord. C'est pour ça et que aussi en début du live, je disais, c'est pas si facile que ça l'impression 3D. Hmm. bah, oui, oui, et du coup, comme tu disais, bah, comme c'est une matière vivante qui, est au début au stade de poudre de pâte, est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des bulles, finalement, du coup, pendant les Ouais. impressions? Et comment Euh, pallier au risque de bulles? alors très bonne question effectivement, parce que en fait, les bulles, c'est un peu notre bête noire. C'est que, la bulle, bah, vu qu'on dépose en fait un cordon de matière, vu qu'on dépose vraiment fil par fil, s'il y a une bulle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un manque de matière. Donc cette bulle-là, beh, il y a différentes façons. C'est soit on prépare à la main, la matière et on doit remplir des cartouches en faisant en sorte de désaérer la pâte. Donc on passe ça en fait dans des, enceintes sous vide pour dégazer la matière.
Ou sinon, on va utiliser un appareil qu'on appelle un boudineur désaéreur. C'est-à-dire qu'on va mettre notre mélange de pâtes, etc., qui va être malaxé, un peu comme pour pétrir le pain. C'est un peu le même délire. Et en même temps, on va tirer au vide pour dégazer la matière. Et ensuite, on va extruder la matière et on va générer un pain de pâte. C'est ce qui va permettre en fait d'anticiper et de limiter la présence de bulles dans le procédé. Mais le plus compliqué en fait sur une pièce céramique, c'est entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on doit sortir. Ben, vu qu'il y a toutes ces déformations là, ben, il faut anticiper ces déformations. Donc si je veux faire une pièce qui fait 5 cm à la sortie, ben, il faut savoir que la matière va se déformer de telle façon et il faut l'anticiper sur la conception en amont. Et Et c'est ça peut-être qui est qu'à la le plus délicat. cuisson, elle se rétracte un petit peu ou pas du tout? Ah, beaucoup, en fait, on a une rétractation sur les céramiques traditionnelles. Alors, céramique traditionnelle, déjà dans les céramiques traditionnelles, un grès, il y a 5% de retrait volumique. Donc là, la matière va perdre 5% de son volume. Sur une porcelaine, on est jusqu'à entre 14, on va dire, et 17% de son volume. Donc si on veut faire un vase comme ça, ben, il va faire ça. Donc c'est assez impressionnant. Quand on met la pièce dans le four, quand on revient 3 jours après et qu'on ouvre le four, qu'on voit que la pièce en fait elle est toute petite. Et sur une céramique technique, pour le coup, ça peut être beaucoup plus important. On peut avoir jusqu'à, même sur certaines céramiques, jusqu'à 40% de retrait. Oui, Ce quand qui est même. énorme. Ouais, ouais, ouais. D'accord. On perd quasiment la moitié de la taille de la pièce, hein. Pour ceux qui se demandent, les petites pièces que j'ai montrées, que ce soit les pièces d'échecs, qu'on voit tout en haut ici, qui sont d'ailleurs très très chouettes, hein, ou alors des pièces un peu plus étranges comme celle-ci, tout a été fait avec ta machine. Alors, en partie. Alors, celle-ci, effectivement, ça a été fait avec la machine. Alors ça, pour expliquer un peu l'origine de la pièce, qui est assez étrange, c'est qu'en fait, à l'intérieur, on voit, la pièce est coupée en réalité, là. Il y a La les pièce imprimée, elle est alvéoles. coupée, à l'intérieur, on voit des alvéoles. Et en fait, ces alvéoles-là, on va les imprimer pour aider à la fabrication de la pièce. C'est pour éviter que ça s'affaisse. Par contre, ce qui est contre-intuitif pour un porcelainier, c'est que ça génère une cavité d'air dedans, dans la pièce. Et vu qu'en cuisson, ça crée une bulle d'air dans la pièce et qu'il y a du retrait, ben, si on cuit trop vite, ben, la pièce, elle va éclater. Parce que l'air, avec la chaleur, va tendance à vouloir se dilater et la pièce va vouloir se rétrécir. Mais le phénomène inverse, vu que c'est deux phénomènes inverses, ben, si on cuit trop vite, ben, la pièce elle explose. Donc on peut se retrouver avec une pièce complètement cassée en sortie de four. Donc il y a D'accord. aussi un savoir-faire sur comment on cuit la pièce, les cycles de cuisson, etc. C'est quasiment comme de la cuisine. D'accord, là, t'as pris une photo de toi et t'as fait un moulage en... Exactement, un scan 3D. Ok, ouais, c'est stylé. Après tous les domacs. Mais en tout cas, voilà, c'était histoire de montrer aussi. Donc là, tu as eu un autre projet, un peu plus jeu vidéo, une borne d'arcade. Trop bien. Ouais, Donc, alors vous ouais, avez, effectivement. ce que tu me disais en off, c'est que vous avez aussi fait le développement des jeux. Ouais, exactement. Ouais, Ouais. Metal stylé. Slug, c'était nous. Ouais. C'était vous, ouais. 96, c'est 6 ans après la création du Fab Lab, donc ça tient. Bah, après, ouais, en fait, c'est que le Fab Lab, du coup, entre guillemets, on s'est permis quelques dérives parce qu'au départ, on avait vraiment cette entité Fab Lab céramique. Donc, on a été créé vraiment pour aider les artisans, en fait, les designers, à avoir un lieu de fabrication. Parce que souvent, quand on sort d'école ou quand on est un petit artisan ou autre, ben, avoir un atelier, c'est pas forcément évident. Hmm. Et surtout les fours. Parce que les fours, ben, vu que c'est une matière qui se cuit, avoir un four, ben, ça coûte cher, il faut avoir la place. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc Ouais. du coup, on avait mis en place le Fab Lab pour ça. Et avec les années, parce qu'au départ, on était 3 Fab Labs à Limoges, mais on était le seul céramique, les autres, c'était un peu diversifié surtout. Et vu qu'on est associatif, bah, l'idée, c'est pas de se faire de la concurrence entre associations. Au contraire, c'est de s'épauler et bah, de s'aider. Bah, du coup, en fait, nous, on s'était dit, bah, on va faire que la céramique et bah, tous les autres matériaux, que ce soit le bois, les plastiques ou autre, bah, ça sera dans les autres Fab Labs. Sauf que malheureusement, les autres Fab Labs n'étaient pas épaulés par une entité à côté. Et un Fab Lab, en fait, c'est un modèle économique un peu particulier. C'est surtout très associatif. Donc, c'est sur le volontariat, etc. Et vu que moi, je suis salarié, ben, les adhésions à l'année, par rapport au nombre de personnes intéressées, ben, en fait, clairement, ça ne peut pas couvrir ces frais-là. Donc, les autres Fab Labs ben, ont été un peu victimes de ça aussi.
Il y a eu d'autres histoires derrière qui sont plutôt liées à de la gestion et au Covid, etc. Ça a fait que malheureusement, ils ont dû fermer. Voilà. Et nous, grâce à l'entité, grâce au CTTC, en fait, on a pu survivre, on va dire, à ces différentes crises. Parce qu'il n'y aurait pas eu le CTTC, le Fab Lab tout seul aurait été une entité à part entière, on aurait dû fermer également. Parce que c'est Ouais, quand même très compliqué d'avoir quelqu'un, on va dire, à plein temps ou même à mi-temps. Sur du volontariat, c'est quand même très compliqué. Ouais. d'accord. Donc, du coup, Alors, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé les deux derniers Fab Labs et du coup, on s'est permis d'autres matériaux, notamment pour compléter les créations. ouais, ce que je voulais te demander justement, euh, c'était, enfin, tu l'as dit, tu l'as dit à demi-mot, mais ça vous donne une image un peu plus moderne. Tu vois, les pièces d'échecs, la structure de la borne d'arcade, ça vous donne un côté, ouais, un peu plus frais, tu vois. Parce que c'est vrai que de notre côté, on se dit, bon, bah, ils vont faire quoi? Ils vont faire, comme tu disais, des assiettes, des vases, des trucs de toilette. Et après, tout le reste, c'est des trucs qu'on sait pas. Il y en a, tu dis qu'il y en a dans le téléphone ou autre, mais le grand Mmh, public, il n'est pas au courant de ce qu'on peut faire, tu vois. Donc ça, je pense que tout à fait, ouais. c'est quasiment primordial pour même pour le matériau en lui-même, de montrer, bah, tu vois, ça sert à autre chose que les trucs qu'on pense Bah, en habituellement, tu vois, trucs de cuisine. ouais, non, mais c'est carrément ça, ouais. En fait, Il y a vraiment, pas que des meubles, quoi. et Ouais, ouais, c'est ça. mais en fait, c'est quand dans un certain en fait, du coup, c'est vraiment une de nos missions, ouais, c'est vraiment démocratiser la céramique et montrer qu'effectivement, c'est pas tout ça, mais surtout au jeune public. Parce qu'au final, il faut être, oui, on va dire, il faut mettre les mains dedans assez jeune pour comprendre le matériau et ne serait-ce que pour aussi aimer le matériau. Je sais pas, du moins, peut-être que je me trompe, mais aucun gamin vous l'entendrez dire: «Ouais, plus tard, je vais être céramiste», quoi. Au moins parce que déjà, ils connaissent pas le métier, le matériau pour eux, ça leur parle pas et c'est pas un métier qui fait forcément rêver. C'est un matériau, en fait, on tombe amoureux quand on y met les mains dedans, en fait. Et donc du coup, le Fab Lab a cette vocation-là, c'est de pouvoir, rendre le matériau accessible. Mmh. Donc effectivement, alors on va passer par plusieurs choses et le côté moderne, effectivement, c'est que, on va passer par l'impression 3D. Au départ, on s'est fait un peu, bon, il y a pas de tabou là-dessus, bon, il y a pas vraiment de tabou à dire, ça, mais on s'est un peu fait tirer au boulet rouge, en fait, quand on a monté le Fab Lab parce que, les céramistes, en fait, c'est comme toute nouveauté. C'est que quand c'est pas connu, ça fait peur. Et on nous disait: «Non mais vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de tuer l'artisanat, vous êtes des malades, la machine va remplacer, C'est ce que j'allais te va» dire. ah ouais, non mais alors ça a été phénoménal. Moi au départ, je partais à chaque fois que j'allais faire un événement ou que je voulais présenter les machines, je partais avec mon bouclier, mon armure et let's go quoi. Que tu C'était avais fait en terrible. céramique d'ailleurs, tu me disais. Exactement. Et c'était ouais, c'était chaud. Mais non, en fait, moi le message que je dis, c'est que, en fait, l'imprimante 3D, déjà, c'est pas magique, en fait, ça se programme pas tout seul, les modèles 3D, ça se fait pas tout seul. On peut se dire: «Bah, ouais, mais moi, à la maison, j'ai mon imprimante 3D que j'ai acheté 200 balles, je sais imprimer en plastique, donc je peux imprimer en porcelaine ou en autre matériau». En fait, non, parce que le matériau, il faut Si, le connaître si tu et peux, c'est mais pas un tu ma vas avoir des surprises, mon gars. ah ouais, clairement, ouais, tu vas être Tu, surpris, ouais. tu peux tenter, mais ça risque de te Non, faire bizarre. c'est ça, mais il faut avoir quand même, des connaissances très poussées en céramique quand même. Il faut être céramiste, quoi, clairement. Ça s'apprend, hein, c'est pas non plus, inatteignable, de Disons que preuve, j'étais pas tu auras céramiste beaucoup de avant et surprises et beaucoup de ratés avant d'arriver à faire ce que tu veux, quoi. exactement, ouais. Parce que tu Des vois, risques parce il qu'au y a final, un truc que je voulais, que je voulais que tu nous parles un petit peu, c'est que tu nous dis donc quand on va parler de la céramique technique, qui est la céramique, entre guillemets, la nouvelle génération, tu vois, euh, ça peut réduire de 40%. Des fois, ça peut mmh, être 29, des fois, ça peut être 39, des fois, ça peut être 15. ouais, Objectivement, comment est-ce que tu fais pour garantir à quelqu'un, à un client, qu'il aura les pièces qu'il a demandées de la même taille? Tu vois, quand tu fais des pièces d'échecs, on s'en fiche s'il y en a une qui fait 1 millimètre de plus que l'autre, tu vois. Mais si par exemple, tu fais, je sais pas, des manches pour des couteaux de cuisine,
bah, faut qu'il s'en chasse de la bonne manière. Donc, t'as pas le droit d'avoir de petites marges d'erreur. Comment est-ce que tu arrives à garantir un niveau de finition qui soit bah, exactement celui demandé, quoi? Bah, en fait, ça passe par une étude. C'est que, alors d'aujourd'hui, quand on vient avec un projet, alors là, c'est pas vraiment dans le cadre du Fab Lab, c'est dans le cadre du bureau d'études. C'est qu'en fait, vraiment, il y a les 2 entités. C'est-à-dire que le Fab Lab, les gens viennent et je les aide à concevoir pour pouvoir anticiper ça. Et Mhm. côté bureau d'études, en fait, moi, je fais toute cette étude-là pour le client. Donc on va passer par, ce qu'on appelle un cahier des charges. Donc dans le cahier des charges, on va définir les tolérances parce que ça sert à rien d'avoir un truc hyper précis si derrière il n'y en a pas besoin. Donc derrière, en fait, je transpose de ça et je qualifie toute la démarche de création. Quand on se doit effectivement par rapport au retrait anticiper les tailles, etc., généralement on fait ce qu'on appelle des itérations, c'est-à-dire qu'on va faire déjà l'objet une première fois, donc on va le produire une première fois, on va le Mhm. cuire, on va calculer les déformations, et ensuite, une fois qu'on a calculé ces déformations, on va faire de la rétroconception sur ce qu'on a produit. Donc on va déformer l'objet pour anticiper ces déformations, etc. Quand on arrive sur des précisions qui sont très précises, une fois que l'objet est figé, qu'il est cuit, on peut faire d'autres choses derrière. Et généralement, quand on a besoin d'atteindre des précisions très poussées, on va faire de l'usinage. Et ça, c'est une autre phase aussi de mise en forme. Et là, pour le coup, usiner une céramique, vu que c'est un matériau qui est très dur, il faut trouver un autre matériau qui puisse l'attaquer. Et généralement, en fait, il y a pas d'autre solution que d'utiliser, des diamants. Donc pour pouvoir Le usiner de la mithril céramique, aussi, on je va crois, utiliser du le diamant. mithril. Tout ce qui est Comment? le mithril. Mithril, ouais. Ouais, le mithril, ça marche très très bien aussi pour usiner la céramique. J'ai vu ça dans Le Seigneur des Anneaux. Ceux qui... D'accord. ouais, c'est excellent. Ah, L'adamantium aussi. L'adamantium, le vibranium, tous ces le métaux-là, vibranium, ouais, c'est pas des conneries. Non, non, mais il y a des gens qui peuvent. Non, histoire vraie, je déconne pas. c'est Je- réel. Si c'est dans Netflix, a priori, c'est la vérité. Mais Bah, tout ce qui est sur internet est vrai, hein. bien sûr. Mais non, Exactement. non, ce que je veux dire par là, ouais, c'est que euh, on peut encore le travailler pour avoir une finition extrêmement rigoureuse. Parce que si jamais, comme tu dis, c'est très vivant et entre guillemets, ça nous empêche de pouvoir avoir un côté, alors je vais sortir un gros mot, mais industriel, euh, ça aurait pu être problématique, tu vois. C'est-à-dire que voilà, d'accord, c'est bien, on peut fabriquer des pièces, mais on peut pas être super précis au millimètre parce que bah, c'est vivant. Donc du Mmh. coup, on peut faire des objets individuels, mais on peut pas faire des pièces parce que du coup, ça aurait été compliqué à travailler. Heureusement, c'est pas le cas. Bah, après, mais en fait, ça dépend le milieu. Donc, c'est-à-dire que, il y a certains milieux qui sont plus tolérants, que d'autres. Que Si tu je vois, prends tu disais l'aéronautique, quand tu fais des tu pas le hanches, choix, quoi. tu j'espère que ton truc fait la bonne taille. Ah, désolé, votre jambe elle est plus petite. Ah, désolé, Pas bah tant bonne pis. taille, hanche, Ce aujourd'hui. qui m'a mis à la boîte, c'est qu'il y a eu un problème, quoi, mais Tu sais, genre, je vois bien, tu t'installes la hanche, tu travailles d'opération, tes premiers pas, tu vas alors pourquoi vous avez vu une jambe de gamin de 7 ans alors que j'en ai 43 quoi. Oui, mais ça réduit de 40%, monsieur, je pouvais pas savoir. Je vois bien. On avait mis la bonne taille dans la machine, désolé, hein. ouais, c'est pour ça que, du coup, c'est pas les mêmes céramiques parce qu'elles ont pas les mêmes propriétés, Mhm. parce qu'en fait, la propriété de la céramique, en fait, une fois qu'elle est cuite, il y a aussi, il y a des phénomènes, en fait, d'état de surface de la pièce. Donc sur une céramique technique, on peut l'usiner pour avoir une surface qui soit très, très lisse. Autant qu'une céramique, traditionnelle, c'est un peu plus délicat pour avoir un côté très lisse. Généralement, on va apposer dessus un émail, et ça, c'est ce qui va permettre, en fait, de boucher la porosité de la pièce. Ce Ah, qu'il faut savoir, d'accord. pour résumer, Donc, il y a une espèce de, pas de triche, mais de vernis, qui est appelé l'émail, qui permet justement de pallier à ce côté, ah, il manque 1 millimètre, tu vois. Et bah, du coup, on peut rajouter quelque chose autour pour récupérer ce ça millimètre. ça peut y jouer, mais en fait, ça, on l'anticipe déjà à la fabrication de la pièce parce que pour pouvoir mettre l'émail, en fait, il faut sous-cuire la pièce. Sinon, on peut pas mettre l'émail, il va pas tenir. Parce que si on prend la pièce, qu'on la cuit à sa température max, si on essaye de mettre l'émail il va couler dessus. Il va pas être maintenu au bon endroit.
Et donc, du coup, quand on va recuire derrière, ça va faire du n'importe quoi. Donc, généralement, en fait, il faut anticiper les mailles. Donc, on va faire une sous-cuisson, ce qu'on appelle généralement un dégourdi. Alors, ça, c'est du vocabulaire du milieu. Mais grosso modo, en fait, la céramique va être sous-cuite, ce qui va permettre d'avoir une pièce qui est poreuse, un peu comme une éponge. On n'est pas aussi molle qu'une éponge, mais en tout cas, il y a plein de petites cavités dedans. Et l'émail, en fait, va s'accrocher dans cette porosité. Et une fois que l'émail, en fait, s'est accroché dans la porosité, il va la boucher également. Et quand on va friter, ben, tout ça, en fait, ça va imperméabiliser la pièce. Donc il y a des céramiques qui ont tendance à se vitrifier un peu plus facilement que d'autres. Par exemple, si vous avez déjà vu ça, alors il y a un petit test qu'on fait pour rigoler avec des collègues. Pour voir la porosité facilement d'une pièce, on met sa langue sur la pièce. Votre langue, elle va rester un peu collée dessus. C'est pour ça qu'il y a certaines assiettes, quand c'est des assiettes un peu artisanales ou qui, pour le coup, elles sont pas transparentes, du moins translucides, blanches, et qu'elles sont un peu, comment dire, un peu couleur terre cuite. Sous l'assiette, vous avez en fait une sorte de cercle qui est pas émaillé, qui est pas lisse, et c'est très granuleux. Si vous mettez votre langue en fait sur cette partie-là de l'assiette, vous allez voir votre Ah, langue va être aspirée en fait un peu. Et en d'accord, fait, c'est tout Qui simplement la est actuellement porosité. en train d'essayer avec une assiette là. Ouais, qui? Qui Ouais, est Moi, parti en allez, après le live, cuisine. je vais aller chercher mes assiettes, hein. on Clairement. balance. Mais après, là, sur les phénomènes de la matière, moi, c'est ça qui me fait fasciner avec la céramique, c'est que en fonction de comment on la compose, comment on la cuit et tout, on peut avoir plein de propriétés hyper intéressantes. Et la porcelaine, par rapport aux autres céramiques, c'est très dur à mettre en forme, mais c'est un matériau qui est hyper beau parce que vous prenez une assiette. Je compare la porcelaine à un peu ce qui va être le cristal au verre. D'accord. C'est en fait, c'est aussi beau. C'est-à-dire que la porcelaine, si vous la mettez à contre-jour d'une lumière, vous allez voir un peu en fait par transparence la lumière. Elle va être légèrement translucide. Si c'est du grès qui est émaillé, qui est blanc, ben la lumière elle passera pas au travers. Et c'est ce qui fait aussi la qualité de la porcelaine de Limoges, c'est qu'en fait elle a ce côté en fait de laisser passer un petit peu la lumière, pas de transparence mais de transluminescence au travers de la pièce, qui est hyper intéressante. Et également si vous choquez l'assiette, ou vous donnez une pichenette, en fait elle va avoir un son beaucoup plus cristallin. Et c'est ce qui D'accord. permet de savoir si c'est vraiment de la porcelaine ou pas. Euh, Donc là, vous prenez toute une assiette, vous tapotez. Si ça a un son un peu creux, c'est qu'il y a forte chance que ce soit de la faïence ou un autre matériau. Parce que du coup, tu vois, on en parlait un petit peu en off, la porcelaine française, c'est quelque chose qui est connu en Asie, alors que pourtant, tu vois, en Chine, ou au Japon, ou en Corée, ils ont, tu sais, leurs vases avec tous leurs très beaux dessins dessus. Quelle est la différence? T'as déjà eu la possibilité de comparer les deux matériaux entre la porcelaine française et la porcelaine asiatique? T'as jamais eu l'occasion de... Alors, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir toucher des mains, mais en fait, à Limoges, on a un musée qui s'appelle Adrien Duboucher, qui est incroyable, qui ont une collection phénoménale de porcelaine. Et un peu de partout dans le monde, et notamment, il y a des porcelaines asiatiques. Et en termes de décor, etc., c'est fabuleux. Après, en termes de plasticité du matériau, à part l'observer au travers d'une vitre, je pourrais pas dire. T'as pas pu, Vraiment, prendre en main le truc et non. regarder un petit peu le poids, etc. Bah, si je fais ça, je pense que j'ai un couteau sous la gorge et j'ai pas intérêt de lâcher l'assiette, quoi. Mais Même non, dans le non, cadre de généralement, ton non. métier, t'as pas eu l'occasion de pouvoir observer d'autres types de matériaux? Bah, des matériaux, oui, mais alors soit des pièces d'art ou des Ah pièces oui, non, non, de pas des pièces collection, d'art. pour le coup, non. Tu peux avoir une pièce de porcelaine d'une assiette basique qui vient de Chine, de Corée ou du Japon ou autre, hein. Bah, après, du moins, il faut pas se leurrer, c'est qu'il y a une Ton bonne mug partie du Naruto, il matériau. vient de Konoha, tu vois, par exemple. Je... je pense qu'ils savent faire, tu vois, ils savent faire. Bah, après, en fait, c'est la formulation. C'est qu'en fait, c'est comme tout matériau, c'est-à-dire qu'en fonction du fournisseur de matières premières, ça peut varier parce que ça sera pas les mêmes carrières, ça ne viendra pas des mêmes endroits. Donc ça peut pas mal évoluer en réalité. Hem, Après, de là, faire une vraie distinction sans rentrer vraiment dans la matière, parce qu'en fait, au CTDC, en fait, on a des équipements de caractérisation, on a plein d'équipements,
très scientifiques pour le coup, qui permettent d'aller voir jusqu'à la surface, d'aller voir les grains au microscope, quoi, mais avec des grossissements juste abusés. Ça permet de voir intrinsèquement les propriétés du matériau, voir comment ça se comporte. À l'œil nu, c'est très difficile de faire la différence. Même moi, j'ai pas assez d'expérience à l'heure d'aujourd'hui pour dire ah ben tiens ça c'est pas comme du vin en fait. Tu vois, tu vas pas goûter la porcelaine, dire ouais ça vient de tes carrières, etc. C'est très difficile en fait une fois cuit de s'apercevoir des qualités parce qu'il y a tellement de phénomènes qui rentrent en compte, notamment les cycles de cuisson. Tout à l'heure on parlait des retraits. Il faut savoir qu'on va pouvoir fabriquer 2 fois la même pièce, exactement la même pièce. Si on la met dans le four au même endroit, elle va pas se déformer forcément de la même façon. Et Et si ça, on met la pièce à 2 comment tu endroits du fais pour le four, contrôler, ça, justement? bah, ça dépend de la pièce. Ça dépend de la pièce et en fait de la précision qu'on nous demande. Quand on est sur des pièces qui peuvent être très précises et si derrière on veut faire vraiment une étude complète de la déformation, on peut passer par des modèles numériques et scanner en 3D les pièces. Pour pouvoir vraiment chercher, comparer le modèle numérique et la création et ce qu'on a fait et faire du comparatif. Mmh, Mais c'est très compliqué en fait de pouvoir comparer. Mais du d'accord. coup, c'est une question que j'ai vue passer dans le chat. Je vais même en poser, 2 les 2 que j'ai vues, en une. Du coup, vous faites autant des pièces, de type outil que des objets d'art selon ce qu'on vous demande? Et également, est-ce que quand on vous demande quelque chose, les machines, elles sont à disposition ou est-ce que vous prenez la commande, vous l'effectuez ou les personnes peuvent un petit peu, ben, mettre la main à la pâte sans mauvais jeu de mots? Mmh. Non, c'est très bien. Non, alors très bonne question. C'est en fait, vraiment le Fab Lab, c'est les gens qui viennent faire et on est là pour accompagner et encadrer. C'est vraiment OK. l'idée. Donc pour le coup, en fait, le Fab Lab est ouvert au public 2 jours par semaine, sous réservation. C'est pas on vient un peu à la volée parce qu'en fait, en fonction des équipements, effectivement, bah, si on se retrouve 5 personnes à vouloir utiliser l'équipement, c'est compliqué. Donc généralement, c'est sur réservation. C'est ouvert les mercredis et les jeudis. Les autres jours de la semaine, c'est réservé au bureau d'études. Et quand c'est vraiment la personne ne vient pas faire et c'est une demande de prestation pure et dure, là pour le coup, ça passe par le bureau d'études et pas par le cadre du Fab Lab. Du Donc, coup, pour ça que ça intéresse, ça coûterait combien, la prestation? Parce que bon, alors, c'est pas gratuit, hein, faut pas déconner les gars, c'est un coût, hein, c'est matières premières, alors, électricité et cetera. bah exactement, surtout que bah, c'est des cuissons. Donc Bien une sûr. cuisson, c'est four électrique, donc Ouais, ça ouais, coûte, ouais, le coût énergétique, c'est ça a pris une normal. claque, hein. Hem, alors, dans le cadre du Fab Lab, c'est différent du bureau d'études. C'est que le bureau d'études, c'est moi qui fais tout et pour le coup, on est une équipe complète. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, le bureau d'études, on est 4 personnes, et en fait, on se répartit en fonction des machines et cetera et du coup, c'est des coûts associés. Clairement, c'est pas abordable pour des particuliers, c'est surtout abordable pour des startups dans des projets, qui peuvent être financés et pour les entreprises. Potentiellement des cabinets, d'expertise, que ce soit des cabinets de design, des artisans ou des artistes d'ailleurs, on peut les accompagner. Mais généralement quand c'est plutôt le grand public, ou des artisans, ça passe par le Fab Lab parce qu'il y a vraiment cette idée que la personne vienne faire et être formée pour qu'elle puisse se reproduire ensuite. Et ça pour le coup, en fait, c'est, un particulier, c'est une adhésion à 150 € à l'année. Donc inclus dans l'adhésion, en fait, l'accès au Fab Lab sur réservation, sur ces 2 jours-là. La formation complète sur un procédé, c'est-à-dire, sur l'imprimante 3D, comment réaliser la pièce et jusqu'à la création du premier prototype. Ensuite, quand la personne est autonome et elle vient, elle peut acheter des compléments de formation si elle veut pousser, d'autres thématiques, que ce soit la modélisation 3D, soit d'autres machines. Parce qu'en fait, au début, si fait que tu avais partagé les photos, mais on a vraiment plein de machines. On n'a pas que des imprimantes 3D. On a des machines d'usinage, on a aussi le procédé traditionnel, comment on fait un moule plâtre, comment on met en forme céramique traditionnelle, etc. Et ça, en fait, c'est des formations qui rentrent dans le cadre de l'adhésion. Donc, au final, pour 150 €, on peut être formé sur plein de choses dans Ouais, le cadre des 150 je trouve euros. ça pas trop cher et Mmh, si la mmh mh. personne elle est assidue et qu'elle vient, 2 jours Ouais. par Ex semaine, c'est Exactement. En vrai, en fait, c'est que ça peut être très rentable, très, très rentable pour le coup. Ouais, et au profitable. contraire, ça peut être aussi profitable effectivement. Alors rentable pour nous, c'est pas du tout rentable. Parce qu'en fait, c'est le côté associatif qui veut ça aussi. On encadre et on n'est pas là pour assassiner les gens. Nous, notre idée, c'est vraiment démocratiser la céramique et de rendre accessible la céramique. Et c'est pour ça que l'idée, c'est que les gens viennent faire et nous, on passe du temps à encadrer les gens. Hem
Après, c'est de la location machine. C'est qu'en dehors de ce cadre de formation, et cetera, il y a une personne qui me dit: «Moi, je veux, utiliser la machine toute la journée». C'est un tarif horaire, en fait, elle a accès au Fab Lab, en dehors des formations, et cetera, et ensuite elle dit: «Moi, je veux utiliser la machine pendant, je sais pas, pendant 5 heures, une après-midi». Et du coup, elle vient, en fait, elle utilise la machine et on réserve la machine pour elle, avec les matériaux mis à disposition, donc ça fait partie de la location, et bien sûr ma présence s'il y a besoin. Donc s'il y a un souci, s'il y a une panne ou autre, qui a besoin d'intervenir, je reste accessible. C'est pas, l'idée c'est que nos clients, ce qu'on appelle, pour le coup on appelle les makers sont pas livrés à eux-mêmes. Ce qui est en fait peut être délicat dans certains Fab Labs aussi. Je jette pas on va dire la pierre à mes confrères, mais c'est que quand c'est des Fab Labs, qui sont purement associatifs, avoir quelqu'un tout le temps à disposition, si la machine est en panne, la machine il faut quand même quelqu'un qui puisse la réparer. S'il y a personne qui sait la réparer, elle reste sur le côté. On s'en sert plus, elle est plus disponible. Et pour le coup, nous, on garantit ça. C'est-à-dire que moi, je fais la maintenance sur les machines régulièrement. Et quand la personne vient me demande une location d'un équipement ou d'une formation, je fais en sorte que l'équipement soit disponible et fonctionnel. D'accord. Ce qui, au final, permet de cadrer tout ça, mais c'est. J'aimerais te poser une question. C'est accessible à tous ou alors il faut un certain bagage scientifique ou C'est autre? vraiment accessible à tous. Parce C'est que tu vraiment sais, accessible à quand tous. même, on utilise des outils presque d'ingénierie, tu vois. Donc, j'ai- quelqu'un qui serait pas utiliser le clic droit, est-ce que c'est jouable, tu vois? Alors, Alors, tu rigoles, mais en fait, dans la formation, il y a aussi ça. C'est que en fait, il y a des personnes qui sont hyper intéressées par l'outil numérique, mais quand on parle d'outil numérique, il y a numérique, donc on passe forcément Ouais. par l'ordinateur à un moment donné. Et j'ai des personnes qui ne savent, du moins, j'ai eu Et pas des, d'ordinateur chez eux, quoi, tu vois. exactement. En fait, ils ont rien. Donc, La souris, ils appellent il ça y a une une télécommande. dis-toi tu qu'il en fait, sur les formations, en fait, il y a la formation dans le cadre du Fab Lab, mais il y a aussi des événements. C'est-à-dire que je fais des événements pour les écoles, je me déplace dans les écoles. Ouais, c'est ce qu'on a Je me vu un suis petit peu tout déplacé à l'heure. ouais, je me suis déplacé un peu partout en France. J'ai des partenariats avec des écoles. Je vais à Paris, régulièrement, pour faire des workshops dans une école d'art et de design. Et par exemple, chaque année, on passe par une formation au numérique, mais en termes de public, j'ai fait des événements pour des enfants au plus jeune, c'était 4-5 ans, avec des familles, jusqu'à des retraités. Ouais, au final, j'ai eu pas mal de retraités, ce qui est assez drôle, qui sont venus au Fab Lab parce que ils sont à la retraite, ils se font chier. Du moins, il faut clairement le dire. Il y en a qui se font Ils chier, ont mais en des fait, idées, mais et ils ont du eh, temps en fait, et de l'argent. dis-toi, j'ai pris je prends énormément plaisir en fait avec les retraités en fait. À ne Parce pas qu'ils sont sortir trop du cool en fait. contexte, mais ouais, À ouais. ne pas sortir du contexte. Bien Je dis évidemment. rien. Mais non, mais franchement, c'est trop cool. Du moins, tu vois, j'ai eu des retraités, il y en a qui savaient pas du tout, se servir de l'informatique, et j'en ai eu, en fait, c'était des anciens profs de techno, et cetera, qui veulent se tenir à la page et ils veulent pas rester, passifs, en fait, face à la technologie, donc ils viennent hyper passionnés. On a des échanges qui sont incroyables. Ouais, C'est tu trop bien m'étonnes. de parler de techno, et cetera, Ça doit être trop et cool, ça doit être super mais cool. j'ai vraiment, en fait, un public qui est très, très large, et pour le coup, c'est hyper plaisant parce que c'est très plaisant et en même temps, ça peut être très frustrant parce que des fois, on n'a pas en fait, il faut que j'ai plusieurs niveaux de langage. D'un côté, il faut que je vulgarise énormément pour que ça Ouais, reste pour pas que accessible ça fasse même pour des peur, enfants. ouais. Exactement, et en même temps, Les gens qui ont quand je besoin. tombe sur des il y a des gens qui sont, voilà, qui sont dans le besoin de connaissances. Ils ont besoin de plein de trucs. Donc c'est difficile en fait de jongler un peu tout le temps comme ça. Et quand je suis arrivé, je sortais pas d'école parce que j'avais travaillé entre-temps, mais pour moi ce type de métier c'était nouveau parce que je faisais pas de la formation. J'étais très timide pour le coup, et ça m'a ouvert en fait aussi ce métier-là, c'est de l'échange avec les gens et de m'adapter vraiment à tout public. C'était sportif au départ, mais c'est l'échange, il est incroyable. Ce que j'aime bien, c'est que moi, j'ai pas la prétention en fait de dire aux gens, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'apporte forcément de l'expertise parce que j'ai de l'expérience dans le domaine, mais j'apprends énormément aussi des gens. Parce que moi, j'ai mon domaine d'expertise, mais du fait que c'est ouvert à tout le monde, il y a 2 ans, j'ai eu des concepteurs de jeux vidéo qui sont venus au Fab Lab.
Faire Ils étaient quoi? venus juste là pour faire de la 3D parce qu'ils voulaient imprimer en 3D des modèles Ah, d'accord. de leurs jeux vidéo, etc. Et au final, en fait, ils ont kiffé la céramique. Et au départ, ils venaient pas pour la céramique. Et pour le coup, on a commencé à parler de jeux vidéo, on a vachement échangé là-dessus. Déjà au travers de la passion, parce que ouais, moi, je suis un geek, hein. Et donc, du coup, Mais ils ont imprimé quoi? Des trucs. Parce que c'est un studio ben, français, j'imagine? ouais, c'est un studio français. Alors, ils ont pas imprimé d'assets, ce qu'on appelle des assets 3D de leurs jeux vidéo, mais ils sont initiés à l'impression 3D céramique en vue de faire des goodies ou faire des pièces uniques en Hmm. céramique. Parce que pour l'instant, ils Comme des l'envisageaient pas, mais ils imaginaient bien un peu des statuettes, un peu comme Tsume Art, là, vraiment des statuettes à haute valeur ajoutée Ouais. de leurs produits, en fait. Faire de la pièce unique, quoi. Et du coup, c'était hyper intéressant de parler de ça avec eux, quoi. Parce que du coup, on mélange plein de choses. Et ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, les gamins, parce que quand on a des écoles qui viennent, moi j'encadre jusqu'à des classes de 40 gamins. Quand il y a 40 gamins qui arrivent, il faut bien imaginer que dans le lot, il y en a qui voulaient pas être là. Clairement pas. Ouais, t'inquiète, je sais. Mais du coup, en fait, j'ai cette chance-là de faire pas mal de jeux vidéo et tout, parce qu'en fait, je les accroche avec ça. Parce que la 3D pour eux, ok, c'est Ouais, pour m'en faire des fous. pièces, etc. Mais ouais, c'est ça, ouais. Quand tu leur parles de résolution et tout, ils disent ouais, mais j'en ai rien à faire. Mais je prends à chaque fois un exemple, c'est l'évolution de Mario, du personnage Mario en 3D, qu'on passe de la 2D jusqu'au dernier Mario. Ben, l'évolution, en fait, en termes de volume, en termes de 3D, elle est phénoménale. Et ben, à chaque fois, je prends cet exemple-là. Pareil, Et souvent, là, je d'un fais coup, des là, images. ça se relève sur sa chaise. Ah, et bah là, attends, tourne. Ah ouais. bah alors, je suis Et, intéressé, là, d'un et- coup. exactement. Après, ça dépend des générations. Là, sur les dernières générations, il faut parler de Fortnite, quoi. Ouais, bien Quand tu sûr, parles de ouais. Fortnite, là, t'approches tout le Fortnite, monde, quoi. quand il est sorti sur Master System, c'était pas du tout le même jeu que, que Sega. là, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est Ah bah, c'est après, fou. ouais, c'est ça. Faut vraiment adapter son langage et il faut essayer d'accrocher les gens, quoi. Tu es, t'es un peu, tu vois, tu dois vendre ton discours et essayer d'intéresser les gens, quoi. Parce que ça aussi, c'est un peu comme tout, en fait. Tu passes par des échecs, hein. On n'en parle pas souvent des échecs, mais c'est important. Moi, je me suis tapé des gros flops, quoi. Tu arrives devant des classes, déjà, même les enseignants, des fois, en fait, tu sens qu'il y avait une obligation auprès de l'académie, etc., de faire un événement. Ils arrivent, c'est pas leur domaine. Je te dis une connerie, tu vois, ils sont en agriculture, ils viennent en agriculture, ils sont là, ils comprennent pas, quoi. Et là, ben, pour accrocher des gens que ça les intéresse pas, tu en accroches un ou deux, mais les autres, bon, ça fait une animation pendant 2 heures, ils sont contents, ils partent. Mais toi, pendant 2 heures, ben, ça prend Tu énormément passes pas d'énergie, quoi. le meilleur moment, quoi. Bah, quand t'as un public qui est peu réceptif, ouais, c'est compliqué, ouais. Ça C'est demande compliqué, énormément ouais, d'énergie, ouais. Ah, de je sais ce garder que. finalement l'entrain. Ouais, surtout ouais, quand tu commences, en fait, quand t'as pas d'expérience et quand tu commences et que t'as pas d'expérience, ben, tu veux tout donner, tu veux donner à fond, etc. pour vraiment puncher, avoir du dynamisme, etc. Ben, quand tu te prends deux volets comme ça, où tu tombes sur des classes qui sont pas intéressées ou même des publics où tu sens que ça le fait pas, ben, ouais, tu te remets en question quand même, hein. Tu dis, Hmm. ouais, en fait, c'est comme je pense tout métier d'animation, en fait. C'est quand t'es humoriste, t'arrives sur scène, tu fais un gros bide. Bah, si tu te poses pas la question et que tu refais ton spectacle derrière et que ça fonctionne toujours pas et que tu continues à faire ça, bah, tu te casses la gueule, quoi, clairement. Bah, là, c'est un peu Hmm. pareil, c'est-à-dire que si tu sens que les gens sont pas réceptifs, que tu les as pas menés jusqu'au bout du truc, c'est décevant pour toi-même, en fait. Tu dis, mais où je suis Ouais, passé, quoi? Je suis passé à si tu côté de vois quelque que chose, au quoi. global ça marche pas, Ouais, c'est que le problème il vient possiblement de toi. Par contre, si tu vois qu'une fois de temps en temps ça marche pas, bah ça dépend du public, tu vois. C'est-à-dire que ouais, d'habitude ça exactement. fonctionne et bon bah ça arrive, il y a des petits loupés, bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. C'est ça, ouais, mais c'est ouais, je pense que c'est le côté un peu le plus délicat du métier, ouais. Hmm. Après, bon, je suis passionné du moins, je suis vraiment passionné de technologie et tout, donc pour échanger, je pense que j'arrive bien à le communiquer. Et souvent, j'arrive à accrocher un peu plus facilement les gens que d'autres personnes. J'ai fait des conférences dans des cadres de Fab Lab, etc. Où des fois, bah, il y avait des Fab Managers, ils étaient là parce qu'ils faisaient partie d'une entité. Bon, quand tu les écoutes, tu sens déjà qu'eux, ils n'ont pas forcément envie. Donc, pour accrocher au truc, c'est un peu délicat aussi, ouais. Hmm. Je voulais te demander, est-ce que tu imprimes des trucs, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais des trucs perso, tu sais, pour des tests ou tu vois, tu dis bah tiens, j'aimerais bien, je sais pas, avoir
un truc à la maison, tu vois, je sais pas, pour de la déco, bah, je vais l'imprimer, voir ce que ça donne, faire des tests, etc. Parce que bah, je trouve pas ce que je veux. Et donc, bah, toi, ça te permet de t'entraîner aussi. Et puis, bah, t'as un objet un peu unique. Alors je vais te dire oui, mais pas forcément dans le cadre du travail. C'est que en fait, quand je suis arrivé au Fab Lab à l'époque, bah, j'ai toujours, en fait, ça fait 8 ans que je suis au Fab Lab, donc ça va faire bientôt 8 ans que je suis au Fab Lab. Mais de l'impression 3D, ça fait 15 ans que j'en ai fait et que j'en fais, parce que je l'ai étudié au travers de mes études. Parce que j'ai fait une école de prototypage et de maquettage numérique, D'accord. plutôt sur l'aspect industriel, parce que bah, c'est nécessaire, hein. Et du coup, quand je suis arrivé au Fab Lab, je suis en fait l'historique de l'imprimante 3D céramique, c'est que le soir au départ du Fab Lab, par rapport à mes horaires, bah, j'avais demandé à mon ancien directeur si je pouvais rester après le travail pour bosser sur des projets perso, moyennant en finance. C'est-à-dire que derrière, je payais mon adhésion au Fab Lab, etc. Et je payais la location des machines. Mhm. Il a accepté. Résultat, ben, en fait, j'ai pas payé mon adhésion parce que du coup, il me l'a offert, moi, il me l'offrait parce que c'était dans le cadre de mon travail et que pour lui, je pense qu'il y avait aussi un intérêt que je m'améliore dans ça. Et sur tout ce qui était utilisation de machine, ben, je payais pas les utilisations de machine, je payais que les matériaux. Dès qu'il y avait du consommable, je payais. D'accord. Euh, et au tout départ, ben, mon premier projet quand je suis arrivé au Fab Lab, c'était fabriquer mon imprimante 3D plastique. La fusée Je voulais Ariane. pas en acheter. Ouais, je voulais pas en acheter une. Je voulais pas en acheter une parce que bah, je suis un créatif et que j'ai besoin de comprendre et savoir comment ça fonctionne. Donc j'ai voulu fabriquer ma machine Putain, et ça me en fait, focus, hein, je suis désolé, mais je suis désolé du vocabulaire, mais franchement, tu vois, je suis pas capable de. Tu vois, moi, tu me donnes deux bouts de bois, une ficelle, je fais un piège, mais c'est tout, tu vois, ça va pas plus loin, quoi. Tu vois, Tu ça va fais pas un plus loin que ça, petit quoi. arc. Ouais, voilà, c'est tout ce qui se passe, tiens. Donc, non, non, c'est vraiment impressionnant. bah, je sais pas si c'est impressionnant, mais c'est qu'il y a beaucoup de taf, hein. Clairement, moi je Bah oui, passais j'imagine. quand je suis allé, je savais pas fabriquer une machine. Je concevais des systèmes dans le cadre de mes formations. Mais je suis pas ingénieur en fait mécatronique, j'ai pas fait ces études-là. Moi, je suis designer de produits. Moi, je dois concevoir grâce aux machines, donc je dois créer le projet par rapport aux machines, mais je dois pas créer les machines. Et là, j'ai fait le truc inverse, c'est-à-dire j'avais des pièces en tête qui étaient pas réalisables avec des trucs du commerce, et je me suis dit, bah bon, bah, j'arrive pas à les faire, bah, je vais fabriquer ma machine qui me permet de le faire. Voilà, j'ai pris le modèle à l'envers. Sauf que là, je suis parti, mais Je vraiment veux des ça. pieds en avant. Je me suis dit, bah vas-y, on fait, bah, tant pis, hein. De toute façon, je me casse la gueule, c'est juste du temps perdu pour moi, quoi. Et quand je commençais à bosser en fait le soir au Fab Lab sur cette sur cette imprimante 3D plastique, ben, mon ancien directeur m'a dit ben, tu fais quoi? Ben, j'y explique et tout. Il me fait mais tu serais capable de le faire en céramique et tout? Je dis ben, pourquoi Oh, pas, je j'en sais sais rien. pas, je sais pas. Je sais pas, en fait, j'ai jamais fait, je suis en Allez, train d'apprendre. j'essaye. Et au final, c'est parti comme ça. Et en fait, en 6 mois, j'ai fait le premier proto. Et un an Putain, il devait après, être trop fier de toi, quoi, ton chef. je sais pas. Bah J'aurais non, mais je tendance veux à dire, dire non. ah ouais? Euh, Ouais, bah, en fait, non, mais après, je sais pas trop parce qu'en fait, si tu veux, moi, je suis assez ambitieux, je pense et j'aime pas dire que je suis pas capable. Parce que je sais que je suis pas capable tant que je ne l'ai pas fait. Moi, je peux pas dire que je ne sais pas faire si Hmm. j'ai pas fait. Donc quand il m'a dit: «Ouais, est-ce que tu es capable?» Je fais: «Beh, je sais pas, il faut que je le fasse, en fait». Il m'a dit: «Bah, je vais essayer de te trouver le budget, tu passeras du temps dessus, mais tu essayes de la faire, quoi». Et au final, beh, quand je l'ai produit, en fait, bah, je pense qu'il me faisait confiance parce qu'il m'a quand même trouvé le budget, le temps associé à ça, et cetera. Et quand je l'ai sorti, en fait, les premiers protos que ça fonctionnait, qu'on arrive à sortir des pièces, bah, il m'a dit: «Bah, OK, c'est bien, tu l'as fait». On a fait des salons d'impression 3D. Il y a ouais, il y a 6 ans, on faisait partie des top 10 des imprimantes, grand format, en France, et cetera. Donc ça avait bien fonctionné, en fait, à l'époque. Et il y a eu le brevet qui est arrivé très vite après. On a vendu les premières machines. Du coup, on a vendu 2 machines. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour fabriquer des machines, nous, initialement. On est là pour, faire de la conception et trouver des solutions à la fabrication. Et là, notre seule solution, c'était de fabriquer une machine. Donc on est devenu conceveur de machines spéciales, Concepteur, mais on ouais. n'était pas là pour produire, en fait, de la machine. Hmm. Donc en fait, notre marché était pas là. L'idée, nous, c'était ensuite de transférer ce savoir-faire-là. C'est ce qu'on appelle faire du transfert industriel. Et du coup, pour répondre à la question initiale, c'est que du coup, quand j'ai fabriqué ma première imprimante 3D, bah, je passais tellement de temps au Fab Lab, etc., qu'à la fin, en fait, j'avais plus envie de faire ça chez moi. Parce que j'avais besoin de couper, je faisais je sais pas combien d'heures par jour, etc., entre la maison et le travail.
Et ça a été que quelques temps après que du coup, une fois que j'ai fabriqué mon imprimante 3D plastique à la maison, que j'en ai acheté d'autres, etc. Et au final, j'ai un deuxième Fab Lab chez moi. J'ai à Tu l'heure d'aujourd'hui, Une j'ai extension, ouais, bah en fait, c'est que vu que je suis un geek, etc., j'aime bien fabriquer mes modèles 3D. Ça, c'est une autre partie de ma vie. Mais je fais mes modèles 3D, donc je fais mes statuettes, etc. Et donc j'ai acheté des machines pour pouvoir le faire à la maison et pas être dépendant de venir au travail pour pouvoir le faire aussi. Et développer mon truc dans mon coin aussi, quoi. Mais ouais, c'est purement passion, en fait. Quand il y a une Du coup, problématique, je pousse le truc et tout, ouais. tu modélises aussi, le modèle de A à Z. Tu vas pas en Ouais, ouais. chercher des, sur le Vib ou autre. Tu Non, fais vraiment non, de A à Z. alors, en fait, quand c'est dans le cadre du travail, quand c'est une prestation client, je fais tout de A à Z parce que de toute façon Mmh. on est obligé, hein, c'est de la créa Mmh. pure et dure. Quand c'est dans le cadre du Fab Lab pour des workshops avec les enfants et cetera, quand c'est de l'initiation à l'impression 3D, je veux pas leur demander de faire la modélisation 3D et cetera. C'est beaucoup Mmh. trop compliqué, c'est beaucoup trop long. Mmh. Quand on prend des stagiaires, même de 3e ou autre, en fait, il y a des sites internet qui mettent à disposition des modèles 3D, Mmh gratuitement, mh. et je leur fais choisir et ensuite je montre comment on imprime ça. Après, pour OK. moi, c'est toujours de la créa pure et dure. Du moins, il faut rendre à César ce qui est à César. J'aurais du mal à m'approprier les mérites de d'autres personnes qui ont fait les modèles Mmh. 3D alors que c'est pas moi qui les fais. Je préfère faire de la création. Ouais, je suis un puriste pour le coup là-dessus. Ça me, excusez-moi du terme, mais ça me ferait chier de mettre sur Instagram des trucs comme ça, sur les réseaux sociaux, des créations que j'ai imprimées en 3D certes, mais que c'est pas moi qui ai réellement créé, quoi. J'ai juste imprimé. Mmh mh. Parce Ouais. Ouais, je qu'au vois. final, le produit final, tu l'as imprimé, mais c'est pas toi qui l'as vraiment créé. Il a Donc, créé, ouais. ouais, pour le coup, étant un puriste et le fait d'avoir un côté artistique à côté, ça me C'est gêne un c'est- peu. c'est comme les Donc, je fais tatoueurs, tu pour la vois. créa. Ah bah ouais, Rarement, non, ils c'est vont se clairement ça. tatouer eux-mêmes des trucs de quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, c'est Ah, ça. Quand c'est un exactement. client qui leur demande, bah, je voudrais un Mario ou je sais pas, un Uncharted sur le bras, oui, ils le font. Mais pour eux-mêmes, ils vont essayer de dire, attends, c'est un truc qui va venir de moi, je sais le faire, donc autant que j'essaye de chercher quelque chose Mmh qui, mh. qui va aller dans ma direction, quoi. Ce qui est tout à fait Mmh. logique, hein. Quand tu sais le faire, autant essayer Autant d'aller essayer de jusqu'au le bout de la faire, démarche, ouais. ouais, c'est ça, hein. Ah ouais, c'est Ouais, ça, ouais. clairement, clairement. Et du coup, dans tout ton lot, parce que du coup, j'ai cru comprendre que tu faisais aussi de l'impression, plastique. Est-ce que tu imprimes aussi, enfin, tu as ces machines à chaque fois, je vois passer sur genre quand je scrolle sur TikTok et tout, parce que je regarde beaucoup de trucs d'impression, ces imprimantes 3D, résine, où là, c'est un Ouais. bac et il se passe un truc totalement obscur que je n'arrive pas à comprendre et ça ressort en une pièce. Genre, c'est un bac liquide, ça fait boum et ça ressort. Alors en fait, ça, ouais, alors ça, j'en ai une aussi à la maison. C'est de la magie, ça. Alors en fait alors en Ah, fait, c'est obscur. la Franchement, c'est mystique. alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en impression 3D, il existe plusieurs technologies. Donc je vais donner des acronymes, je suis désolé, mais, l'imprimante résine, c'est ce qu'on appelle une SLA. C'est ce qu'on Mmh. appelle de la stéréolithographie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une résine qui est polymérisable, c'est-à-dire qu'il y a un laser qui va venir, exciter la matière. Alors je dis ça comme ça, c'est pour vulgariser la chose, mais c'est ce qui Mhm. va permettre en fait que la matière se fige. Donc le laser, alors il y a plusieurs technologies là-dedans, c'est en fonction de la résolution, etc. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a une source de lumière avec une fréquence d'onde qui est très précise, qui va permettre de durcir la matière. Et en fait, petit à petit, dans ce bac de résine, on va durcir la résine que à l'endroit où il y a eu la lumière. Et couche par couche, comme ça, pour le coup, c'est à l'envers, parce qu'avec la gravité, la résine, ça reste un liquide, donc ça reste en bas. On va construire la pièce à l'envers. Donc ça, si tu veux, Sif, j'ai mis dans le Ah, document, vas-y. là, dans le Miro. Tac, tac, tac. J'essaie de l'ouvrir aussi de mon côté. J'ai mis des vidéos en dessous. Donc Euh, finalement, Scan 3D? en non, c'est en dessus des scans 3D, normalement. en vulgarisant très, 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 très fort, c'est comme si dans un bac de gel acrylique pour les ongles, je fais de la vulgarisation à fond, hein. On Ouais, mettait c'est de la ça. lampe UV que à certains endroits pour C'est durcir. c'est exactement ça. En fait, c'est la C'est même ça, techno, en OK. fait. Ouais. C'est-à-dire que l'UV fait que tu as une longueur d'onde qui est précise, Mmh. et du coup, c'est cette lumière-là qui va durcir la résine. Et là, c'est exactement la même chose.
Sauf que du coup, il faut imaginer que la pièce 3D, elle est découpée en tranches. Tu prends ton saucisson, là tu coupes des tranches de saucisson, ben, tu additionnes ces tranches de saucisson pour refaire le saucisson à la fin. Et là, du coup, la OK. machine, là, c'est une Formlabs, c'est la Form 2. On voit que là, le truc qui descend, c'est le plateau de fabrication. Il descend au fond du bac de résine à une certaine hauteur. Donc, il vient pas vraiment au fond du bac. Et là, il y a le laser qui va taper 3 miroirs. Et le OK. déplacement des miroirs va faire déplacer le point lumineux. Et ce qui va permettre de durcir localement la pièce. C'est ce qu'on voit ici, là, le petit faisceau bleu qui se Comme il balade. y a qu'un C'est, laser, est-ce que c'est pas super long à l'impression? bah non, en fait, c'est hyper rapide. Ah Parce ouais? que le Putain, laser, j'aurais en pensé fait, que c'est trop. ouais, parce qu'en fait, déjà, les couches, en moyenne, elles font à peu près, je vais dire 100 microns, donc Ça a l'air 0,1 fragile, millimètre. hein. Ben, c'est pas forcément le cas en fonction de la résine que tu vas prendre. Ça peut être très D'accord, solide, ça peut être très résistant, du moins à la température, ça fonctionne vraiment. Il existe plein de résines différentes. Et là, d'accord. pour le Et coup, du en coup fait, ouais, ouais, et ben, en fait, j'allais peut-être poser une question bête, mais du coup, on voit là que la machine, elle trempe, elle remonte, elle trempe, elle remonte, donc ça pose pas de problème pour, l'agglomération de la matière, finalement. Ça va se non, coller, finalement, à ce qui est déjà existant tout seul. ouais, tout à fait, ouais. C'est qu'en C'est fait, impressionnant. la puissance du laser va faire que la couche qui va être imprimée va se fusionner sur la couche d'avant. Donc en fait, on va envoyer plus de ce qu'on appelle, on va faire un surlasage local, ce qui va permettre aux deux couches de bien se sceller et éviter que ça se délamine. Donc c'est le fait que les couches se séparent entre elles. Et à la fin, en fait, on va passer des traitements de post-cure, c'est-à-dire que la pièce va être nettoyée dans des solvants. Donc on va mettre ça dans d'autres produits pour enlever les surplis de pièces. Et après, on va flasher la pièce, on va mettre ça dans une sorte de four UV qui va permettre de durcir la globalité de la pièce. Là, l'autre techno qui est en Celle-ci, j'ai présentation, c'est ce qu'on l'impression que appelle c'est la du... plus commune. J'ai l'impression que Tout à c'est fait. celle, quand je pense à de C'est l'impression celle 3D, je qu'on pense à ouais, ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle du FDM, donc c'est pour Fuse Deposition Modeling, c'est le fait de fondre un filament de plastique. On Mm. dépose la matière en fusion et ensuite la matière, avec tout simplement, quand elle va descendre en température, elle va se figer. Ça, c'est l'impression plastique la plus connue et la plus la plus courante au départ. réputée. Ouais, Bah, c'est clairement, ça. moi, quand on me dit, «J'ai une imprimante 3D», c'est exactement à ce genre de modèle-là auquel je vais penser. Et je trouve que Après, c'est peut-être celui qui a le moins bon rendu. Ouais, par contre, c'est celui-là qui a le moins bon rendu, effectivement, parce ouais, qu'on a des machines qui sont moins précises, mais qui, pour le coup, sont moins coûteuses aussi. Une imprimante 3D à l'heure d'aujourd'hui, pour un même volume de fabrication, donc si on prend un volume, c'est à peu près 20 centimètres par 20 centimètres sur 20 centimètres de haut. Si on prend ça sur du plastique, donc du FDM filament, là, la fonte de filament, on est sur une machine qui peut démarrer, pour un truc quand même correct, aux alentours des 300 euros. Je résume. Le même volume en résine, en fait, on trouve pas à moins de. Alors, on trouve 3000 pas à moins de balles. 600 euros. Ah d'accord, C'est ouh! entre, 600, six- ok. c'est entre 600 et 5000 euros, en fait, en fonction du fabricant. D'accord, d'accord, Donc, Parce d'accord. que ça, c'est vrai ça dépend que vraiment, en fait. Mais je même le m'étais matériau, un hein. peu intéressée, à des imprimantes 3D pour m'imprimer, pour moi des éléments de cosplay, genre des bouts d'armes, des trucs, enfin voilà je trouvais que celle à filament, elle laissait cet aspect strié que Alors, je voulais pas ça, trop et qu'il y avait beaucoup de travail sur la pièce après encore. Bah, ça, en fait, c'est effectivement, c'est les 2, mais en fait, c'est comme tout, c'est que, c'est en fonction du budget que tu as, que tu veux mettre Mmh. là-dedans aussi. C'est qu'1 kilo de matière plastique sous forme de filament, si je prends une matière un peu standard, qu'on appelle du PLA, 1 kilo en fonction du fabricant, on va trouver ça aux alentours de 15 € à 20 € TTC. Si on prend le même volume en résine, on trouve à moins de 60 €, c'est compliqué pour Ouf! 1 litre de matière. Ah ouais. Donc, tu vas pas imprimer toute une armure, de cosplay avec, cette résine-là. Ou Et vu alors, la Bah tu non. t'appelles précision, Jeff Bezos, quoi. ouais, Ou alors ah clairement bah, je suis Bruce Wayne, j'ai ma Batcave, C'est ça. et Ouais, parce que bon, on n'en et en parle pas, et mais en Bruce Wayne, il a fait comment son impression? On parle pas de ça. bah, encore, bah, tu rigoles, mais dans les films, moi, ça me fait marrer parce que, beh, étant du milieu,
le nombre de films qui les accessoiristes, ils utilisent des imprimantes, etc., où ils mettent des imprimantes 3D parce que ça fait très high-tech et tout, alors qu'ils les utilisent même pas bien dans le film parce qu'en fait, ils détournent le fonctionnement ou autre pour que ce soit plus visuel à l'écran. Moi, ça me tord de rire, en fait. C'est comme les hackers qui tapent 50 000 signes, alors que Ouais, généralement ils font clic Tu les droit, vois F12, sur ils leur enlèvent deux. clavier, tu sais, genre la goutte du sueur au ouais, front. c'est Les ouais, hackers qui c'est tapent clair, hein. 5000 codes de ligne, alors que généralement le hacker il fait clic droit, analyser avec F11 là ou F12, et après il fait ok c'est là, j'enlève 2 caractères et c'est bon, c'est réglé. C'est moins vendeur, bah bien sûr, c'est moins vendeur. Bah ouais, il y a de ça. Ça Bah, doit du être coup, pareil ouais, ça avec m'a les fait. imprimantes, hein. Mais C'est fou. Ah, c'est fou, c'est fou. Je pense que ça arrive sur plein de corps de métiers différents finalement que Ouais. quand on connaît bien, on voit ça dans les films, puis on se dit il n'y a pas besoin de tout ça peut-être. Enfin, Bah, moi, ce qui me c'est fait juste. marrer, c'est le truc le plus basique de l'impression 3D, c'est que tu sais, tu les vois en fait dans les films et tout. Ils impriment le truc, tu vois, ça s'imprime hyper rapidement, c'est incroyable. Et ils cliquent sur le bouton, 2 minutes après, en fait, il la sort la pièce, elle est prête en fait à l'emploi, tu vois. Ils enlèvent pas les supports, ils pensent pas les Oui, pièces, genre ils elle est les limite pièces, déjà poncée, déjà peinte. ah ben elle est fonctionnelle en fait, hein. Ah, elle est fonctionnelle, tu dis, ben non, non, c'est de la magie, là, pour le coup, bah, ça reste du cinéma. ouais, bien sûr. J'imagine l'acteur principal, tu sais, tu Alors vois, j'enlève les petits le mec en picots. train de penser, tu sais. Attendez, bougez pas, je ponce, je mets la peinture. Non, non, ils ont fait: «Écoute, la matière, Ouais. c'est du scénarium, ce sera déjà prêt, TKT, ça passe». Parce que tu vois, on en parlait en off tous les deux, Simon, mais j'ai des amis qui ont participé justement à un Fab Lab pour imprimer un de leurs personnages en 3D. Et Mmh. ouais, c'est pas un travail qui est facile, hein. C'est long, c'est des compétences qui sont, euh, comment dire, assez techniques. Donc, à aborder, c'est pas: «Oui, bah, je viens une demi-journée et puis c'est bon, je repars avec ma pièce», hein. Ça prend du temps. Exactement, ouais. Il y a une inertie qui est quand même là et au final, c'est comme on disait tout à l'heure qu'au final 150 € pour un particulier sur l'année. Si tu viens régulièrement et cetera, bah, en fait, c'est vraiment tu gagnant, en fait, à la fin. Parce que tu apprends plein de Je vous choses montre à et quoi ça ressemble, la pièce qu'ils ont imprimée. C'est ça. ah oui, stylé. C'est Tu vois, Ah, c'est c'est rigolo. cool, hein. ça. Et donc, à la base, c'était, tu vois, ils ont dû le penser comme ça. Ouais, bah, ouais, tu obligé de tout décomposer, ouais. Tout à fait, ouais. Ils ont dû le penser de cette manière-là, et après avec, peinture et compagnie, bah, ils ont réussi à le mettre en forme, et ça rend très, très bien, tu vois? Après, effectivement, en fait, ça, c'est pareil, c'est des règles de conception, en réalité, parce qu'on pourrait très bien faire une pièce en un seul tenant et imprimer en une seule fois, mais c'est pas faisable avec toutes les technos. Donc si on fait du filament ou si on fait de la résine, on aura beaucoup plus de difficultés sur le filament parce qu'il y a des supports, il faudra poncer et cetera, que sur la résine, il y aura quand même des supports, mais ils seront plus fins, on peut faire plus facilement les finitions, mais c'est pas aussi le même coût. Donc D'accord. il y a plein de critères, et en fait, c'est là aussi où moi j'interviens, c'est que je sensibilise les gens à ça. Une petite anecdote par rapport à ça, j'ai un client, c'était C'est voilà, bien, j'allais te demander des anecdotes, donc parfait. C'est bien, il va autogérer, Ouais, le j'ai pas besoin de nous, en fait, live. hein. Tu couperas le live en hem, partant, au passage. OK, d'accord, je me dis comment on fait. Mais du coup, ouais, pour les anecdotes, en fait, j'ai eu un makers parce qu'au départ, en fait, les Fab Labs, donc quand c'est vraiment été la mode en plein boom là dans les années, 2015-2016 en France, beh, on entendait parler beaucoup aux infos et cetera et du coup, il y a eu beaucoup aussi de désinformation liée à la facilité, au coût et cetera. Et moi, j'ai en fait un makers qui est arrivé en me disant, «Alors, moi, je veux imprimer en 3D, j'ai vu ça à la télé, ça a l'air facile, je vais utiliser ce type d'imprimante». Donc c'était les imprimantes du coup résine. Je suis: «Bah, d'accord, beh, du moins dites-moi exactement ce que vous voulez faire et je vais essayer de vous accompagner en fait, on va voir ce qu'on peut faire».
Il me dit: «Ben moi, c'est simple, je veux imprimer en 3D un carré, donc une plaque qui fait 5 centimètres par 5 centimètres de côté, une épaisseur de 5 millimètres et je veux qu'elle soit transparente». Je regardais, je fais: «OK, Vous voulez mais du verre, quoi. bah, en fait, Vous voulez il un voulait le faire petit en bout de verre. plastique parce qu'il voulait le faire, en fait, il voulait faire un support pour une pièce. J'avais pas trop bien compris exactement ce qu'il voulait, mais j'avais compris que c'était sur une plaque comme ça. Je dis: «Beh, du moins, moi, y a pas de problème, je serais malhonnête, je vous ferai et en fait, je vous facturerai derrière, 80 € la pièce» parce que entre le coût de la résine, qui ça coûte cher, le temps d'impression et mon accompagnement, beh, tout ça fait que la pièce, beh, ça c'était dans les 80 € et j'ai dit: «Beh, non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que, moi, je vais être honnête avec vous, vous allez, dans un magasin de bricolage, vous achetez une plaque de polycarbonate là et on la découpera avec, la machine qui est en train de passer à l'écran là, la machine d'usinage et on va découper la plaque. Ça vous coûtera 4 €. Plus le matériau, vous avez la plaque pour 10 €, vous en avez pour 15 € et des plaques où vous pouvez en découper, autant que vous voulez». Et Ah, il tu fait: es trop «Bah, honnête. ouais, bah, peut-être pour le coup, c'est pas vendeur pour moi, mais en même temps, c'est malhonnête dans le sens où, Bien sûr. je suis pas là pour faire ça, en fait». Du coup, j'ai dit: «Bah, attendez, c'est simple, ce que je vais vous proposer, c'est que vous voulez absolument» parce que je sentais que le type, il voulait pas en démordre, hein, c'était: «Ouais, je veux imprimer, je veux Il imprimer, je veux Je veux, était imprimer». voilà, je ouais. veux me servir du gadget, quoi. Ouais, il l'a vu à la télé, donc forcément, il fallait qu'il l'utilise, quoi. Je dis: «Beh, c'est simple, je vous fais pas la formation sur la machine d'usinage, je vous montre le processus, mais je vous forme pas dessus. On le fait ensemble, ça durera 1 heure, tout casser. Mais par contre derrière, je vais vous former sur l'imprimante 3D, pour lequel on va essayer d'imprimer un projet qui soit beaucoup plus intéressant et pour le coup, beaucoup plus adapté en fait à ces technologies-là». Et beh, pour le coup, en fait, on n'a pas trouvé. Le truc, c'est qu'on n'a pas trouvé et à la fin, j'ai dit: «Bah, vous avez pas un fils, une fille, vous avez pas des enfants ou des petits-enfants, des cousins et cetera?» «Ah bah si, j'ai mon fils et tout». Je fais: «Bah, la prochaine fois, vous venez avec votre fils, on imprimera une figurine. Comme ça, ben, on utilisera la machine, on imprimera la taille que vous voulez et derrière, vous aurez une pièce pour le même tarif, mais pour le coup, vous aurez quelque chose qui est adapté en fait à l'utilisation et à vos besoins. Et ça va en plus, vous serez gagnant parce que ça fera plaisir à votre fils». Du coup, il est revenu, on a fait la figurine, Vous avez etc. imprimé quoi? C'était une figurine de Cuphead, le jeu vidéo. Ah, d'accord. Ouais, il a pas pris un truc OK, trop compliqué. sympa. Non, pas de truc très compliqué, mais c'était en une seule pièce, à résine transparente et il était fin heureux, en fait. C'est Mmh. et pour le coup, en fait, pour moi, j'avais rempli ma mission, en fait. J'ai fait quand même après stade Tu as mis d'imprimante. ta cape. Il a été formé dessus, son fils, il était content en plus, donc tout le monde était gagnant, en fait. Ouais, c'est super. Donc ça, c'était le truc rigolo. Après, ouais, j'ai eu en petite anecdote aussi, un papy retraité, qui vient, parce que, en fait, le fabricant, alors il est venu 2 fois, parce qu'en fait, le Fab Lab a ce côté aussi, bah, on vient au Fab Lab pour réparer des pièces qu'on a cassées à la maison, quoi. Ah, c'est Donc c'est excellent, un ouais. peu le côté, obsolescence des produits qui nous entourent. Mais c'est bien, c'est Heu, bien. bah, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a ce système un peu de recyclerie, Ouais, d'éviter c'est un de peu écolo, quoi. l'obsolescence. Bah, C'est c'est clairement super, hein. écolo, hein. C'est clairement écolo, sachant qu'en plus, moi, les matériaux que je sélectionne, je fais en sorte qu'ils soient éco-responsables au maximum, que derrière, en fait, puissent être recyclés. Ouais, Tous les c'est des matériaux matériaux qui ne sont pas responsables, genre ils recyclables. prennent des décisions eux-mêmes. Exactement. Ils font pas n'importe Et quoi, ils suivent pas ils la sont plateforme. vaccinés, Ah non, mais genre, non, mais faut le dire, hein. Pour responsable, c'est des matériaux, c'est des gens honnêtes, quoi. exactement. Des gens des matériaux de confiance. Voilà, c'est ça. Mais du coup, non, ouais, effectivement, c'est plutôt des matériaux, ouais, en tout cas ils puissent être recyclables et cetera, ou en tout cas qui viennent de matériaux, biosourcés. Que ce soit les PLA, c'est à partir d'amidon de maïs. Il y a même des PLA en fait chargés avec, des coquilles d'huîtres, avec du marc de café. Il y a vraiment plein de choses et c'est vraiment en fait cette idée de recyclage de matériaux. Après, sur des matériaux un peu plus techniques où on a besoin de propriétés mécaniques, on peut pas utiliser n'importe quoi comme plastique aussi. Et pour le coup, je vais plutôt utiliser ce qu'on appelle des PET ou des PETG. Ce sont les plastiques des bouteilles d'Evian, et cetera, de Badoit, et cetera. D'accord. Ce sont des plastiques en fait qui sont très résistants. Aussi résistants que des ABS. Donc l'ABS, c'est être typiquement les plastiques de pare-chocs de voiture, des poubelles, des conteneurs, et cetera. Mais pour OK. le coup, en fait, à imprimer, c'est un peu plus nocif, et cetera. Et Et donc le petit bref, papy, Comment, là? en gros, ouais, le petit ouais, papy, le petit papy, il est venu parce que, tout simplement, il avait, X années acheté, son sommier, articulé et cetera, électrique, pour X raisons, il a pété des lattes, il a pété Bien sûr. les trucs qui maintiennent les lattes. Ouais, ouais. Heu,
Donc il avait pas voulu me dire exactement comment il avait fait, mais il Tu avait aurais un dû grand insister. sourire. Non, mais Non, vous il avez avait un fait grand comment, c'est sourire important. et du coup, il m'a ramené la pièce D'être pétée, fier. du coup, il m'a dit: «Beh, voilà, mais moi, en fait, cette pièce-là, en fait, le fabricant ne me la fait plus et je ne trouve pas de pièce similaire dans le commerce que je puisse remplacer et du coup, le seul truc, c'est changer mon sommier, quoi». Il me dit: «Mais moi, un sommier à 2 000 €, à plus de 2 000 €, je peux pas. Fait avec ma retraite et cetera, je peux pas le faire» C'est pour moi et le truc du Fab Lab, c'est ça. C'est-à-dire que, bah, il y a cette toi, partie-là aussi, tu peux arriver mais je veux dire, tu sais, fabriquer des pièces, c'est, entre guillemets, c'est stylé, tu vois? Mais ce Mmh. truc-là, c'est le point que les industriels, ils font exprès de tu sais, de ne pas regarder pour changer les pièces, comme ça les gens doivent Mmh, racheter mmh, quelque mmh. chose. Pour moi, c'est Tu achètes le du neuf truc au lieu de du Fab Lab réparer, où tu dis tu fais un petit peu un doigt d'honneur à l'industrie en leur disant, «Voilà, nous, on va vraiment écouter les clients». C'est-à-dire, ils ont un problème très ciblé, on va pas leur demander de changer tout l'ensemble, alors qu'une toute petite pièce suffit, quoi. Pour moi, c'est le truc le plus intéressant du Fab Lab. Ouais, ouais, ouais. Bah, Bah, la il y a méthode ce du petit papier, ouais, je la trouve géniale, en fait. C'est bah, même moi, ouais, je en fait, pourrais arriver avec ma Game Boy où j'ai plus le cache-pile, finalement et refaire un mmh, cache-pile. bah, ouais, typiquement, ouais, ça peut être fait, ouais. Ça a été le cas, pareil, sur des pièces comme ça refaites. Alors c'est là où c'est délicat, c'est qu'en fait, on peut pas non plus tout réparer avec n'importe quoi. Parce que derrière, en fait, on engage une responsabilité en fonction du produit. Le sommier, si la pièce en plastique qu'on a fabriquée avec le papy, elle repète pendant la nuit, ça va pas, impacter sa vie, quoi. Du moins, il va pas mourir à cause de ça, quoi. Et Par s'il contre, y j'ai a un quelque chose papy. sur une voiture qui crée un accident, Bah, moi, typiquement, Le joint de je culasse. refuse, je refuse catégoriquement de faire des pièces. Je pense comme la plupart Les des Fab dentiers. Labs d'ailleurs, pour des questions d'éthique, hein, ça aide les armes, c'est interdit. On en fait pas, Même même un si petit c'est factice. taser. bah Non, mais alors, tu vois, il y a en fait des pièces d'armes, tu sais, souvent, en fait, ils font des répliques, tu vois? Que ce soit pour l'airsoft Ah ou même d'accord, avec je du pensais que tu cosmétique et disais genre cetera. une épée de Kratos, tu pas le droit, quoi. Bah, épée de Kratos, si tu peux la faire, tu veux. Après, si derrière il a envie de tataner quelqu'un avec, bah, il engage sa Parce que tu vois, responsabilité. il pourrait dire: «J'aimerais bien voir, je sais pas, le» bon, je prends un truc un peu compliqué, mais l'espèce de pistolet tronçonneuse de Gears of War, tu vois? Bah, tant que c'est pas fonctionnel en soi, tu vois? Si c'est statique, la lame, tu vois? Il y a pas de lame, tu vois? Ça coupe pas. Non, mais tu vois le Si côté derrière pistolet, le côté arme ou un FAMAS, tu vois là, tu vois? Un FAMAS en un plastique, FAMAS! un FAMAS en plastoc, un FAMAS en beh, plastoc, ça se fait. C'est français en je plus. ouais, non, mais pour le coup, je le fais pas parce que, Ah là là, vas-y petit joueur. ouais, non, bah, non, en fait, si tu engages ta responsabilité parce que le type, moi, si tu veux, je suis très prudent là-dessus. Je Je me vous fais en prends avocat du diable. 400. Bah, en fait, tu des mecs, tu vois, ils peuvent très bien faire ça parce que ça c'est déjà passé, en fait, hein. Je suis l'actualité par rapport à ça. Bah, il y a des types, ils ont imprimé des armes factices et après ils sont allés braquer, tu vois? Derrière, qui est la responsabilité de ça? C'est quand même il est venu chez toi faire ça. Donc, Mmh. c'est pas toi qui as dit: «Bon, Mmh. maintenant tu vas aller braquer quelqu'un», tu vois? Mais, moi, de façon éthique, je le ferai pas, quoi, tu vois? Je préfère pas parce que même j'ai pas conscience parce que pareil, je suis là pour encadrer. S'il lance des pièces, il fait, je sais pas, il fait 4 pièces il veut fabriquer une arme, il fait 4 pièces à différents moments et que moi je suis pas en capacité de reconnaître les différentes pièces parce qu'il fait un assemblage. Tu vois, Et je préfère faire gaffe, quoi. de toute manière, je pense que quelqu'un qui est malhonnête, il va arriver à t'embrouiller, sans que tu le remarques, tu vois? Il va pas Bah, arriver: après «Bonjour, je voudrais un oui, FAMAS, s'il vous plaît». ouais, non Factice, mais après, «Bonjour, je voudrais trouver un flingue pour faire un j'ai braquage!» je pense non pas. mais j'ai eu des jeunes aussi, bah, des ados et cetera qui ont réussi à me prendre un peu pour un dindon, mais tu veux, je les vois arriver et tu veux, je rentre dans le jeu, tu vois? On me dit: «Ouais, j'aimerais fabriquer ça, ça, ça et tout». «Ah ouais, tu connais la forme un peu, tu sûr que, c'est un brumisateur ton truc, J'ai l'impression que c'est quand même pour consommer des trucs illicites, Ouais. hein». Et là, tu Ah vois, ouais! il se décompose, tu vois? Parce que le gamin, en fait, au final, tu vois, c'est les parents qui ont payé l'abonnement, C'est ça, tu leur dis: «On va mais juste en parler à tes parents pour voir si ça leur plaît le brumisateur». non, bah, après, «Tu tu veux vois, je suis pas brumiser quoi là? Vas-y, explique!» tu vois, il faut pas du moins après je suis là aussi en tant encadrant, tu vois? Donc quand je vois le truc arriver,
je suis pas là pour faire le flic non plus, je suis Mmh. Ouais, bienveillant et tu mais vois, c'est pas la récré j'essaie non plus ton Fab Lab, tu vois ce que je veux dire? non, bien sûr. Bah, c'est pour ça que si tu veux derrière, je vais pas je vais faire la morale quoi. Gentiment, mais je vais faire la morale en disant que c'est pas le lieu pour faire ça, que je suis pas là pour encadrer ce type de projet et que, bah, typiquement c'est pas forcément déjà c'est pas légal et que c'est pas bien pour sa santé quoi. Après, Mmh. si tu veux, je vais pas non plus l'engueuler, mais c'est chose est claire et nette, c'est que je j'imprimerai pas la pièce et s'il va se plaindre à ses parents, que ses parents viennent, beh, je serai honnête, hein. Voilà, au moins tu leur diras: «Bah, écoutez, c'est» Après après après, tu vois, je vais pas mentir aux parents. Après, étant beau-père, tu vois, j'aimerais bien qu'on fasse la même chose avec mon beau-fils. Si on me dit: «Bah, votre fils, il est arrivé, il vient faire des conneries chez moi», quoi, tu vois? Ça me paraît, heu, ça me paraît normal, tu vois? Ouais, je comprends. Bah, du coup, ouais, ça fait partie de ces projets-là où je m'interdis ou même des projets atteindre à qui peuvent atteindre à la sécurité des gens. Tu vois, le même papier, en fait, il avait aussi cassé, chez lui un Sa jambe. support, heu, un support d'échelle de piscine et en fait, vu que sa piscine, son échelle a été rétractable, du moins il pouvait l'enlever pour l'hiver et cetera pour le gel, les supports qui étaient scellés dans le béton, il y en avait un qui avait pété. Sauf que s'il voulait changer la pièce, il était obligé de casser toute la margelle et cetera pour en fait changer l'échelle parce que l'échelle, c'était plus fabriqué. Bah, j'y ai clairement expliqué, bah, que moi, je pouvais lui faire, cette pièce-là, s'il m'amenait une photo de l'échelle et si je considérais que la pièce ne pouvait pas atteindre, en fait, à sa sécurité. Ouais. Il est venu, il m'a montré sa photo et tout. J'ai dit que j'étais pas non plus expert en échelle de piscine, donc il y avait potentiellement un risque, mais pour le coup, s'il voulait le faire, on le ferait ensemble. Mais par contre, qu'il me signe une décharge comme quoi, s'il y avait un problème avec, Ouais, bah, que tout c'est pas de simplement ta que, faute. c'est pas de ma faute, quoi, tout simplement. Putain, c'est Donc bon, on l'a fait, mais et là, encore une fois, je me fais peut-être l'avocat du diable, et malheureusement, ce sera une de nos dernières questions parce que j'ai pas envie que Nimérias se chapada. Mais euh, ça veut dire que quand tu fabriques une pièce, tu ne peux pas garantir à 100% la, la sécurité de l'utilisateur. Tu vois, par exemple, quand tu fabriques une pièce en métal, on sait que ça tient, tu vois, s'il n'y a pas de problème, tu vois. bah, en fait, généralement, en fait, tout produit, qui rentre dans le commerce, généralement, il y a des essais. Il y a les ISO, Même si c'est des pièces machin. exactement, en fait, il y a des normes. Sur tout produit, il y a des normes. Donc derrière, en fait, quand toi, tu vas reproduire une pièce, même si tu la reproduis à la perfection, tu vas pas utiliser les mêmes matériaux, tu vas pas utiliser les mêmes procédés de fabrication. Si tu l'imprimes en plastique en 3D, c'est pas de l'injection plastique, donc le matériau va pas se comporter de la même façon en fonction des contraintes mécaniques, etc. Donc je suis pas en capacité de garantir en fait la même résistance et les mêmes conditions d'utilisation. Même la nature du plastique, c'est pas la même chose. Donc moi, je vais pouvoir garantir que la pièce, elle tienne dans le temps, elle tienne sa forme. Mais si derrière il y a des sollicitations mécaniques ou autres, moi je suis pas remplaçant, je suis pas sous-traitant en fait du fabricant. Donc je peux pas garantir en fait la bonne utilisation. Et si la pièce casse, si ça casse l'équipement, ben, malheureusement, on l'aura déjà réparé une fois. Mais quelqu'un pourra pas venir en me disant, ben ouais, ben, au final, vous m'avez aidé à réparer mon frigo il est cassé, cette fois-ci il est vraiment mort et c'est à cause de votre pièce, donc du coup, ben, vous me remboursez le frigo. Bah, non, en fait. C'est pas possible. Je peux pas garantir ça. C'est pas mon métier. Moi, je suis là pour former, encadrer les gens à utiliser les machines et pas à faire du SAV de boîte, tu vois. D'accord. Une C'est dernière vraiment. question. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'un monsieur qui voulait imprimer une espèce de petit bloc en forme de rectangle, enfin de carré, tu vois. Euh, Mhm. Est-ce que pour des pièces simples, est-ce que ce serait pas mieux d'acheter un matériau brut et de le découper avec une machine plutôt que de l'imprimer? Ouais. Si, si, bah, c'est ce qu'on a fait du coup. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, en fait, Mais il a acheté est-ce une que plaque c'est de. pas, est-ce que du coup c'est en, comment dire, est-ce que ce serait pas une autre forme d'impression, enfin d'impression, de travail du Fab Lab? C'est-à-dire, au lieu d'avoir une pièce où tu vas l'imprimer, tu as une pièce où justement tu vas la dégrossir. Si, si. C'est ce qu'on appelle la fabrication agile et l'usinage, en fait. Fabrication additive, c'est le fait d'apporter de la matière et rajouter de la matière pour fabriquer un objet. Et l'inverse, c'est ce qu'on appelle généralement l'usinage.
ou la fabrication agile, et c'est le fait partir d'un brut, d'une masse de matière, et d'enlever la matière pour ne laisser que ce qui est important et fabriquer une pièce. D'accord. Et ça, dans le cadre du Fab Lab, on le fait. Et il y a différentes façons, il y a différents moyens, chemins d'aboutir à une pièce. Soit on part de rien, on amène la matière pour fabriquer la pièce, voie 1, fabrication additive, impression 3D. Solution 2, on part d'un volume de matière, on vient retirer la matière et on a notre pièce, c'est ce qu'on appelle l'usinage. Et façon 3, moi c'est ce que j'appelle un peu la voie hybride, c'est-à-dire par exemple sur des procédés traditionnels sur la céramique, je vais fabriquer soit en usinage, soit en fabrication additive des outils qui vont me permettre de fabriquer mon objet. Et ça, c'est une D'accord. troisième voie. Par exemple, sur les céramiques traditionnelles, normalement, pour faire un vase, traditionnellement en céramique, on fait un moule plâtre. Ce moule plâtre, il est ouvert quelque part. On y verse un liquide de céramique qu'on appelle de la barbotine. On laisse un peu de temps. La matière va s'épaissir et on vide le surplus de matière. C'est ce qu'on appelle le couler-revider. C'est le fait de couler une matière, de faire un moule. Un peu comme quand on est gamin, je sais pas si vous l'avez eu ça dans les années 90, là, on avait des chaussettes en silicone où on coulait du plâtre dedans, on attendait que ça sèche, après on démoulait les pièces pour faire des santons en plâtre. Ils faisaient ça chez Marvel et tout, là. Ben, en Bah, fait, c'est là, un c'est la même peu idée. comme pour les bijoux aussi finalement. Ouais, c'est un peu la même chose, sauf que là, il faut que le moule en plâtre, parce que lui, il pourra pas se déformer, parce que la céramique dedans, ben, il faut que le moule puisse être divisé en plusieurs parties, en blocs, pour pouvoir démouler la pièce à l'intérieur. Ben, OK. pour pouvoir faire déjà en fait ce moule plâtre, ben, il faut déjà faire la pièce modèle. On prend la pièce modèle, on coule le plâtre autour, on fait notre moule, on enlève la pièce modèle, donc on garde que le négatif de la pièce, et ensuite on apporte la barbotine. Ça, de façon traditionnelle, c'est hyper long à faire. Déjà, ne serait-ce que faire le modèle avec les déformations pour compenser la fabrication de la pièce et la déformation de la pièce en cuisson. Donc, ce qu'on fait, ça c'est une autre façon de faire, c'est qu'on va créer le modèle en impression 3D avec toutes les déformations qu'on a anticipées. Ce modèle en plastique ou en autre, en résine ou autre, on va couler le plâtre autour, on va démouler notre pièce en plastique, on va refermer notre moule en plâtre et on va ensuite couler la céramique. Et ça, c'est notre façon. Et c'est pour ça qu'on fait aussi du plastique et de la résine au Fab Lab EasyCeram. C'est pour pouvoir créer l'outillage pour mettre en forme les céramiques. Et ça, voilà, ça fait partie d'une troisième voie qui nous permet de mettre en forme les matériaux. D'accord, très très bien. Alors je suis désolé, on pourra encore discuter pendant des heures parce que un, t'es passionné et deux, Ouais, c'est c'est très passionnant. intéressant. Ouais. Franchement, c'est un domaine que je connaissais pas du tout. Là, maintenant, j'ai juste envie d'aller visiter un Fab Lab, Ouais, déjà, savoir comment ça concrètement, fonctionne pour faire, je sais pas, des ouais. coques d'iPhone ou des trucs comme ça, tu vois. Ça peut être intéressant. Non, mais tu vois, ça peut être intéressant de voir au plus près de Des comment Fab ça Labs, peut ouais, fonctionner. Ouais, mais il y en a partout en France. finalement, Des j'étais Fab en Labs, il y en train a d'y vraiment partout, ouais. penser, mais finalement, tout à l'heure, je parlais de cosplay, mais en fait, pour un cosplayer, ce serait carrément cool de se prendre un petit abonnement Fab Lab et de venir faire ses pièces J'ai un directement club de sur cosplay place. qui vient, hein. J'ai un club de cosplay qui vient. Ah ouais, Et voilà, d'ailleurs, ouais, c'est mortel. si je peux me permettre, on va dire une sorte d'auto-promotion. Ouais, Tout à l'heure, on bien me posait sûr, la vas-y, vas-y. question si j'ai imprimé en 3D des pièces à titre personnel. En fait, j'ai plusieurs machines à la maison que je me sers à titre perso et je fais du cosplay aussi. J'ai commencé à faire mes cosplays et j'ai commencé un cosplay de Izuku Midoriya de My Hero Academia. Donc, je vais vous OK. montrer juste Hero une des Macadamia, pièces. je connais pas. Je vais être honnête, je connais pas du tout. Je connais parce que je crois que mon neveu, il aime bien, mais j'ai jamais regardé. Ah, en vrai, c'est hyper cool. C'est, Ouais, mais j'ai pas trop le temps c'est vraiment une pour les trame de trucs. comics un peu, mais sous le format manga par rapport à la forme, enfin le Hmm. fond plutôt du manga. Et bah, le personnage principal, ça reste un enfant, donc Ça parle aux mais petits très, en très, priorité. très Ouais. sympa. Bah, oui et non, hein, parce que même moi en tant que «grande adulte» entre gros guillemets, hein, j'arrive quand même à m'immerger bien, dedans. Alors, j'ai d'autres pièces, je pourrais pas. Bon, j'ai plein de pièces à vous montrer en réalité, hein, mais moi, je vais à l'essentiel. Ouais, Mais là, vas-y, par vas-y. exemple, ça, c'est le casque que j'ai fait du coup Waouh, à d'accord. My Ah, Hero. ça déchire. Oh! Oh la vache! Ah, ça déglingue. Mais c'est incroyable! Ah, c'est stylé Et aussi. même le travail de peinture il est fou. Bah, merci, c'est gentil. Ah Waouh, c'est ouais, Bah, je trop suis bien fait. impressionnée. du coup, en fait, ça, il y a en fait, l'impression 3D, il y a une partie du masque ici qui est fait en 3D.
Donc là, ça, j'avais fait ça en live parce que voilà, je l'avais fait en live. J'avais scanné en 3D ma tête durant le live et j'avais commencé à modéliser ça. Et du coup, en fait, j'ai dessiné vraiment tout le masque sur mesure par rapport à ma tête. Donc la partie du masque en bas, c'est toute une pièce imprimée en 3D. Et le dessous, en fait, c'est une coque en plastique que j'ai imprimée pareil, que j'ai modélisée. Et par-dessus, j'ai collé en fait du tissu pour vraiment avoir en fait l'aspect tissu, quoi. Et Ah, derrière, ça reste comme du cosplay, c'est l'envers du ça. décor. Mais du coup, voilà. Donc du coup, ça Waouh, c'est une des parties. d'accord. C'est dingue, c'est dingue. Je D'accord. suis Ah ouais, moi très je m'attendais jalouse. à ce que tu nous ramènes un petit truc, genre une petite épaulette et tout. Tu vois, genre un petit truc un peu tiépos, tu vois. Et d'accord, ça Mais déchire. non, en fait, ça, tu sais, ça Waouh. envoie, ça impose là direct en mode BAM! Ah ouais, c'est Bon, excellent. après, ça fait partie de mes plus grosses pièces, hein. Après, bon, il y a des petites Ouais, c'est pièces rigolotes. super. Super bien. Trop trop cool. Bah écoute, je me suis permis de mettre dans le chat le lien de ta chaîne Twitch. Si jamais ça Ah, intéresse des gens, merci beaucoup. n'hésitez pas à aller checker. De toute façon, il y aura aussi tes liens dans la description de la vidéo. C'était passionnant. Donc, merci Passionnant. infiniment. C'était Ouais, super cool. ouais. Merci à vous. J'ai adoré. Vraiment. Ah, j'aurais pu rester toute la Ouais. nuit clairement à écouter, C'était super bien. Bah, après, parmi les viewers et ceux qui regarderont la vidéo, si vous êtes dans les entours de Limoges, n'hésitez pas à appeler du coup à Easy Ceram. Du coup, vous tapez Easy Ceram, Easy comme facile et Ceram pour céramique. Vous tomberez sur le site internet. N'hésitez pas à m'appeler. On pourra planifier un rendez-vous. Je vous ferai visiter tout le Fab Lab Voilà. avec plaisir. ah, de temps en temps, Voilà. je sais que je vais pas loin de Limoges, donc franchement avec grand plaisir. Et à l'occasion, n'hésite pas. Ce sera avec plaisir de te faire visiter le Fab Lab. Ouais, non, Trop super cool. bien. Donc, merci infiniment. J'ai mis aussi le lien de Nimeria dans le chat. Si jamais vous voulez aller checker, pareil, c'est disponible, c'est gratos. Donc, allez faire un petit tour. On va se quitter avec un raid, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, je vous envoie vers quelqu'un que j'ai jamais eu l'occasion de raid parce qu'elle est jamais disponible en même temps que moi. Donc voilà. Elle est sur FF14. J'espère que ça va vous plaire. De la D'ici qualité. là, prenez soin de vous. Merci encore tous les deux et merci au chat d'avoir posé des questions et d'avoir été Merci à tout aussi le monde. assidus à cette présentation. C'était passionnant. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Bye bye. Au revoir. Salut, salut.